Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on va leur parler du commandeur ici Thibaut. Et Emeric. Et aujourd'hui, on attaque la suite. Ouais. Enfin, la suite, la prochaine édition. Voilà. Du coup, logiquement, elle devrait déjà être sortie en avant-première au moment où vous allez voir cette vidéo. Ouais. Normalement, voilà, le timing est respecté. On va parler des hors-la-loi de Croix-Tonnerre. On sort le chapeau. J'aurais bien voulu avoir un chapeau et tout. Oui, voilà. Un bandana. Voilà, et des bandana. pistolets. Des pistolets. Voilà, donc on va attaquer ce nouveau set, et comme d'habitude, du coup vous aurez une série de vidéos avec la première d'aujourd'hui avec les commandants, parce que voilà. Ouais. On va parler évidemment des autres cartes du set, on va parler des 4 decks. On va parler de Big Score. On va parler de Big Score, voilà. Alors, pas forcément dans cet ordre-là, du coup, on va changer un peu l'ordre, on verra un petit peu comment est-ce qu'on va faire. On verra, ouais. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. On n'abordera pas, par contre, les... Comment ça s'appelle ? Non, c'est comment encore les showcases ? Les last news, je sais plus. Oui, ouais. Enfin, voilà, le set de news avec... c'est des reprints, en fait, donc on n'en parlera pas. Il y en a qu'on ne parle jamais des reprints dans ces vidéos, parce que, si, quand la carte existe déjà, quoi. Voilà, si la carte existe déjà et qu'elle est rééditée dans le set, on fait, au fait, ils ont réédité ça, mais... Voilà. Mais là, on va pas s'amuser avec ça, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a déjà trop de trucs. Au départ, moi je voulais qu'on fasse Big Score, l'inclure dans les cartes. Ouais. En fait, il y a tellement de trucs. Enfin, c'est genre c'est un set de 20 cartes, mais c'est 20 bonnes cartes, donc faudra qu'on en parle à part. Chacune voilà. d'elles. Mais aujourd'hui, on va parler des commandants de l'extension. Mais avant ça, Lars Poubas de pub. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On a Facebook, on a Twitter et on a Instagram, voilà, pour avoir les dernières news de la tour. Et également, vous pouvez nous voir sur Twitch. On est en live chaque semaine, plusieurs fois dans la semaine, pour faire des trucs en live, notamment pour ceux qui se plaignent de ne pas avoir de deck tech sur la chaîne. Profitez-en, parce qu'en fait, on fait des deck tech en live, on construit directement en live. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, et il est potentiellement possible à un moment que ça soit publié sur la chaîne secondaire de la tour, c'est-à-dire les archives de la tour de commandement. Donc allez y faire un petit tour, allez vous abonner là-bas aussi, comme ça déjà vous pouvez accéder à tous les replays qui sont là-bas, il y en a déjà pas mal, et quand j'aurai le temps, on publiera tout le reste qui est sorti depuis maintenant un peu plus d'1 an encore. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à aller regarder là-bas. Voilà, donc profitez-en, allez vous abonner là-bas aussi, et comme ça vous pourrez en profiter. Sinon, on va remercier tous les tipeurs et tipeuses de la tour de commandement, parce que voilà, ils nous permettent financièrement de continuer à faire tout ça, à avoir le matos, à avoir le lieu, l'électricité, même si là c'est bon, et plus de chauffage, il fait bon en ce moment, donc on en profite. Mais voilà, ça nous permet de continuer tout ça et d'envisager également d'autres projets, des nouveautés ou de refaire des projets qu'on a dû mettre de côté pour le moment. Donc voilà, merci à tous les tipeurs, et si jamais vous souhaitez nous soutenir vous aussi, dans la description de la vidéo il y a le lien pour accéder à notre Tipeee. Donc un grand merci à ceux qui nous rejoindront également. Bref, on attaque avec les commandants, et il y en a beaucoup dans cette émission. On est 38. Un peu plus de 30, 35. 35, ok. Mais ça fait beaucoup. Ouais, c'est parce que c'est devenu leur nouveau gimmick maintenant, c'est de mettre tout le temps des créatures légendaires Unco pour chaque type de paire de couleurs pour le limiter. Et donc du coup, nous, vu que ça rend des créatures potentiellement légales en tant que commandant, on va en parler. Ouais. Après, de ce que j'ai compris, c'est que là, c'est vraiment exceptionnel, et qu'ils vont ralentir le nombre de légendaires, diminuer le nombre de légendaires pour les prochains sets. Alors ouais, parce que c'est un peu la foire à la saucisse d'un point de vue lore. Ouais, en gros, c'est tous les chemins du multivers qui atterrissent là, en fait. C'est ça, et en plus, c'est la conclusion, enfin, on espère la conclusion de l'arc de Kellan. Normalement, c'est la conclusion. C'est un truc basé sur Oko qui monte une équipe de plein de gens du multivers pour faire un casse. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que on sentait pas l'esprit cowboy dans le set, parce que c'est pas un set sur les cowboys, c'est un set sur un casse. Vu qu'on a juste cette partie en fait de c'est Ocean's Eleven en fait. Non, c'est Borderlands. Ouais, voilà, plus Borderlands, ouais. Et donc du coup, voilà, beaucoup de créatures légendaires, beaucoup de créatures qu'on connaît qui reviennent, et du coup même il y en a certains qu'on verra un peu plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on peut, et donc on le fait. Et quelques nouvelles créatures, quand même. Enfin, nouveaux personnages qu'on a jamais. Il y a quand même pas mal aussi. Voilà. C'est quasiment un moite-moite, j'ai l'impression. Donc ouais. Mais c'est intéressant parce que du coup on a ce feeling de tiens, on voit tous les personnages. Il y en a beaucoup, ça fait quand même des skins. Hein. Ouais, ça fait un petit peu le même feeling que l'invasion des machines ou la guerre des Planeswalkers en fait. C'est le côté où tu vois des personnages que t'avais jamais vus ensemble avant,
t'es là tous ensemble et tu dis ok d'accord, let's go. Mais là tu sens que c'est la fin d'un arc filler en fait. Tu vois, depuis Eldraine où on suivait Kellan à chaque édition, là on sent que c'est genre ouais voilà c'est bon, l'entre-deux saisons il est fini et on espère, enfin j'espère moi que après de ce que j'ai suivi au niveau ça reviendra, de la structure du lore, c'est que c'est le premier de 3, enfin le premier mini arc de 3 d'un grand arc complet, et du coup t'as le deuxième qui va commencer à aborder la suite avec Bloomburrow. Bon, on en reparlera à ce moment-là à mon avis, mais voilà, ça va faire un tout en fait, les 3 se complètent pour une grande histoire sur les 3. Mais on va plus suivre Kellan normalement pour la suite, ça va plus être trop ça. Alors on le reverra peut-être, mais bon voilà. Bref, sur ce, parlons des créatures légendaires, on va commencer avec la créature blanche. C'est Fortune destrier fidèle, c'est bien, je vais pouvoir aborder tout de suite une mécanique. C'est une bête et monture légendaire, 2/4 pour 3 dont un blanc. Quand elle arrive sur le champ de bataille, regarde 2, et elle est scellée, ça fait bizarre de le voir mais comme pas ça. Avec un C. Voilà, pas avec un C. Le fait de mettre une selle. Une selle, voilà, elle est scellée pour 1, donc ça j'en parlerai un petit peu après. Chaque fois que Fortune attaque tant qu'il est scellé, à la fin du combat, exilez-le et jusqu'à une créature qu'il a scellée ce tour-ci, puis renvoyez ses cartes sur le champ de bataille sous le contrôle de leur propriétaire. Je vais expliquer juste le scellé assez rapidement. C'est un peu comme le pilotage. D'une certaine façon, c'est en gros, on va pouvoir engager des créatures qui ont une force égale ou supérieure à la valeur de scellé, en fait. Donc là, scellé 1, ça demande au moins 1 de force, mais on peut en engager autant qu'on veut. C'est ça. Donc, et c'est exactement comme le pilotage, sauf que, en fait, Fortune est déjà une créature de base. C'est ça. Il pourra attaquer sans être scellé, sans problème. C'est juste qu'une autre créature peut l'utiliser comme monture, en plus, mais par contre, elle se met pas en danger elle-même non plus, comme pour le pilotage. Non. De la même façon. Et l'avantage principal qu'il y a, c'est que quand une monture est scellée, elle a un effet en plus. Ouais, voilà. Et donc là, on le retrouve ici. Voilà. Et là, en l'occurrence, ça blink. Donc c'est pas trop mal, hein. Bah ouais, c'est plutôt cool. Pas trop mal. En plus, ce qui est bien, c'est que Fortune a aussi lui-même son propre effet d'arriver en jeu, puisque bon, un petit regardeux, c'est toujours sympa. Ouais, voilà. Ceux qui aiment bien fliquer, ça peut être cool. Moi, je remarque aussi qu'elle a 2 de force, et je pense au vampire captivant. Dalné, voilà, donc ça c'est cool en vrai. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent avec. Et puis scellé à 1, ça se fait beaucoup trop facilement. C'est très facile. Puis bon, du coup, ça peut être des créatures qui ont des ETB intéressants, mais t'as pas besoin d'attaquer avec, c'est ça qui est cool. Il faut juste que Fortune puisse... recruteur de la garde, en effet, Ouais, voilà, ce genre de... Ça peut être très bon, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas le commandant où tu te dis « Ah ouais, attends, j'envisage de le faire. » En commandant, non. Non, après, je me demande quand même, parce que comme tu dis, recruteur de la garde, il y a beaucoup de TB très très bons. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut que Fortune puisse attaquer. Oh, attends, est-ce que quand tu scelles... Non, il n'y a pas une question non, tu peux lui mettre des bottes, quoi. Non, mais voilà, c'est juste... Tu peux lui mettre des jambières, tu peux quand même sceller. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ok. Après, je pense que, bon, voilà, on est sur une créature qui a quand même pas mal d'endurance, qui est pas trop chère, elle a un bon intérêt, en fait, là-dessus. Et puis, bon, en blanc, on a de quoi protéger les blessures de combat, hein, oui. Dolmen. Oui. Bon, par exemple, ta reconnaissance, si tu veux simplement la dégager et la retirer, donc... T'es là, hein, ça marche. Oui, après, de toute façon, une fois que tu les blinks, elles sont plus attaquantes. Donc c'est pas non, mais voilà, moi je trouve ça intéressant. C'est pas injouable en tant que deck tel quel, mais ça va être très précis, quoi. Ça va être un peu Elesh-Norn, mais mini Elesh-Norn, en fait, mère des machines. C'est, ah bah tiens, j'aime bien les ETB, quoi. Ouais, mais par contre, voilà, il faut que ça passe la fin du combat. C'est un peu bizarre comme truc, mais c'est pas inintéressant, puisqu'en fait, du coup, vu la valeur de scellage, on va appeler ça comme ça, dont on a besoin, qui est ridicule, bah en fait, il y a quasiment tout que tu peux mettre dessus, donc pourquoi pas. C'est intéressant. Ouais, mignon. On va passer au bleu, et on attaque tout de suite très très fort avec les personnages qui reviennent, puisqu'on va parler de Feebletyp, perdu dans la prairie. Créature légendaire homoncule, c'est une 1-1 pour un incolore et de bleu. Il a parade 2. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. La carte du dessus de votre bibliothèque a le complot. Le coût de complot est égal à son coût de mana. Vous pouvez comploter des cartes non-terrain depuis le dessus de votre bibliothèque. Ce qui est très bien, parce que du coup, on va pouvoir tout de suite expliquer une des deuxièmes mécaniques du set. Hey, c'est marrant parce que le troisième va aussi nous permettre de... Non, je déconne. Non, il y en a d'autres qui nous permettront de le faire. Comploter, en gros, quand on complote une carte, on va en fait payer le coût de complot, la mettre face révélée en exil, et en gros, durant un autre tour,
alors toujours en respectant un tour plus tard, donc autre que le tour où on l'a comploté, en fait, on pourra le lancer gratuitement depuis l'exil, mais toujours en respectant le timing. C'est-à-dire, si c'est un rituel que vous avez comploté, ce sera toujours à vitesse rituelle. Mais si c'est un éphémère, du coup, vous pourrez le faire pendant les tours adverses, c'est cool. Sauf si on a le flash. Voilà, sauf si vous avez moyen de le faire avec le flash, etc. Et du coup, ici, c'est plutôt... il a un chapeau, pas mal, quoi. Après, ce qui est bien, c'est qu'en gros, ça vous donne de l'extension à votre main, en fait, en mettant du complot, en disant, tu dis, tu mets de côté, voilà, tu peux comploter des cartes non terrain. Oui, tu peux, je les garde pour plus tard. Ah tiens, j'ai un contre-sort, je te le révèle, comme ça va te... Non, je déconne. Ça sera en vrai, si. On peut s'amuser à le faire. En vrai, si. Moi, je suis psychologique. Je mets un contre-sort et un sort de pioche. Je fais, vas-y, je vais les comploter, fin de tour. Et l'adversaire, il est là. Oh, vas-y, il est chiant, il va pouvoir utiliser ça. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, c'est vrai que les contre-sorts, c'est intéressant parce que tu te dis, j'investis le mana tout de suite. Bah ouais. Mais en même temps, je sais que je vais pouvoir les lancer gratuitement par la suite. Donc, let's go. Hein. Et c'est pas compté comme un lancement de sort. Donc, si vous avez des effets qui disent, par exemple, si vous avez lancé un sort pendant un tour adverse, mais que vous décidez d'utiliser le complot, mettons, on garde toujours l'exemple du contre-sort ou du cantrip en éphémère. Pendant un tour adverse, vous allez quand même avoir l'effet puisque complot c'est une capa. Donc en fait, c'est un peu comme mettre en suspension. Quand vous complotez, c'est un peu comme la mise en suspension, mais vous lancez le sort derrière. C'est ça, mais on lancera le sort derrière. Ouais. Après, je veux dire un truc sur Fubbletop. Bon, déjà, je commence à en avoir un peu marre qu'ils nous le servent à toutes les sauces. Excusez-moi, mais bon, il est mignon, mais voilà. Il y a d'autres personnages. Qu'on avait vu, c'était en War of the Spark. On l'a pas eu entre temps. Il apparaissait dans les images, mais c'est tout. Il est apparu dans Meurtre Manor Karlov. Ah ouais, il y est. Il y avait Fubbletop et Barbarigmos en March of the Machine. Ouais, voilà aussi. Mais en fait, enfin bon, bref, ça c'est mon avis. Mais globalement, ici, moi je trouve plutôt sympa. Ouais. Il y a probablement 2-3 débilités à faire avec, mais bon, en tant que commandant, il est monocolore, ça limite pas mal le gameplay, hein. Quoi. Oui, c'est monobleu, c'est pas mauvais, mais... Attention. Puis comme on a dit, ça peut être juste, tiens, je mets mes contre-sorts... Le seul problème, c'est qu'à partir du moment où t'as des terrains au-dessus du deck, c'est comme jouer une citadelle de Bolas, finalement, tu vois, à un moment, tu vas être, j'ai un terrain, tu vas te meuler, ou t'en débarrasser, ou de la piocher, t'as un terrain, tu fais, ok. Ouais. Chiant. Après, bon, le complot fait que, par exemple, on n'a pas toutes les boucles de toupie, par exemple, qui sont jouables avec Fubbletop, ce qui fait qu'il n'y a pas les combos habituels du type El-Chat, etc., qu'on avait déjà eu auparavant, quoi. Donc, on se calme, voilà, c'est tout. Mais c'est pas mal, c'est sympa. On a ensuite Geralf, le sculpteur de chair, créature légendaire humain, et Psychagogue, 2-3 pour 3, dont un bleu. Et à chaque fois que, pendant votre tour, vous lancez un sort autre que votre premier sort ce tour-là, créez un jeton de créature de 2 bleus et noirs, zombie et gredin. À chaque fois qu'un zombie arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur lui pour chaque autre zombie qui est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci. Ça fait quand même beaucoup de choses pour très peu de mana. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas que le deuxième sort, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Ouais, pas le premier, mais tous les autres. Voilà. T'es là, ah ouais. C'est bizarre, il y a un plan de jeu qui me... Ouais, des tormes. Ça, ou juste des boucles, les boucles greffe-crawler. La boucle greffe-crawler. Ah oui, boucle greffe-crawler. Après, je veux dire, en mono bleu, il y a 2-3 bricoles que tu peux faire. Tout à l'heure, je parlais de la boucle... La boucle toupie. T'es là, oui, toupie, réducteur de coûts, et puis un truc pour pouvoir jouer depuis le dessus de la bibliothèque. T'es là, let's go, hein. Enfin, c'est parti. Et donc, du coup, après, en fait, voilà, pour les decks bleus qui arrivent à faire autre chose que juste... Enfin, qui peuvent jouer des sorts beaucoup à l'infini, ou même... ne serait-ce qu'un simple Isochrone Scepter, du coup, t'as une autre win-con, là. C'est genre, je vais faire beaucoup de zombies. Ouais. Mais c'est... Qui vont grossir. C'est très très con. Parce que ils grossissent, mais même si les autres zombies sont partis, en fait... C'est-à-dire, si tu veux les sacrifier dans une boucle, etc., tu peux t'amuser. Ça marchera aussi. Ça va marcher quand même, parce qu'en fait, tu dois juste calculer le nombre de zombies que t'as fait avant. Et du coup, j'ai dit Greffe-Crawler, parce que c'est, en termes de deck zombie, c'est ce qui me vient en tête le plus facilement, mais parce que il y a aussi juste le truc où Geralf est juste très bon dans des decks bleu-noir, quoi. Bleu-noir zombie, mettez-le, testez-le, vous verrez, à mon avis, il vaut largement le coup. Même si vous n'allez pas beaucoup pouvoir profiter de son premier effet, dans certains decks zombies, mettons, t'as Geralf et t'arrives à jouer Armée des damnés, t'as 13 zombies qui arrivent. Ils vont gagner 12 marqueurs, enfin... Après, je trouve que dans un deck Spellslinger également... ça alors, axé plutôt sur le proactif, c'est-à-dire vous allez jouer plutôt durant votre tour, vous avez quelques
contre-sort, etc. Mais vous n'êtes pas un deck contrôle à proprement parler. Bah, Geralf, dans ce type de deck-là, c'était là, bah oui, c'est un peu un sous-Talrand. Ah ouais. Dans ce cas-là. C'est un sous-Talrand, mais c'est pas mauvais parce que... Non, c'est pas mauvais. Parce que Talrand fait des 2-2 vols, d'accord, mais lui, il te fait des créatures de plus en plus grosses, quoi. Ouais. Si tu as tendance à beaucoup boucler tes sorts, etc., ça peut être très intéressant aussi, quoi. Bon, en tout cas, il m'a surpris par la puissance du truc. Ah ouais, non, oui, mais il est mythique, c'est pas rien. Hein. Ouais. Alors, on va passer au noir, et on va parler du coup de sa sœur Giza, la faucheuse de troubles. Créature légendaire humain et psychagog. J'aime bien, la faucheuse de troubles. La faucheuse de troubles. Donc, créature légendaire humain et psychagog, c'est une 4/4 pour 3 incolores et 2 noirs. Elle a parade 2 et payé 2 points de vie. Les squelettes et les zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1 et on la menace. À chaque fois que vous commettez un crime, créez 2 jetons de créatures 2/2 bleu et noir gredin engagés. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Ils sont zombies aussi. Et cibler des adversaires, tout ce qu'ils contrôlent et ou des cartes de leur cimetière est un crime. Voilà, donc ça c'est l'une des autres capacités, déjà la troisième qu'on aborde. C'est pas forcément une des plus complexes parce qu'en fait c'est vraiment le côté... Ah bah tiens, on a défini, on a dit bah tiens, voilà, faire ces actions-là c'est un crime. Commettre un crime. Donc c'est assez sympa. Alors, je vais juste te dire une chose... Parade 2 plus payer 2 points de vie, c'était pas nécessaire. Non. Voilà, parade juste 2 déjà, c'est pas mal, mais alors les deux en même temps, c'est vraiment pas obligatoire. Elle va coller au bordel. Comme son ref, hein, celle-là tu la mets dans le deck. En plus là c'est bien parce que c'est un bon lord. Oui, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que, parce j'ai déjà réfléchi un petit peu, vu qu'hier soir en live on a parlé des commandants de l'extension, j'ai déjà réfléchi un peu, et en fait, finalement, si vous la montez en tant que deck tel quel, c'est pas très compliqué. Ça va être juste, ah bah tu sais quoi, ça tombe bien, en noir, il y a beaucoup de gestion mono-cible. Ça va gérer, je peux faire des fausses aussi les adversaires, donc ça les cible, t'es là, bah, hop, voilà, ça c'est réglé. Et en fait, Giza, elle est très simple à monter dans cette façon-là, juste elle-même. Et en fait, t'es là, bah, en éphémère, à chaque tour, je vais détruire une créature, et du coup, je fais 4 zombies sur le tour de table. Bah oui, le fait qu'ils aient limité, mais c'est pas pour rien, quoi, voilà. Bah, puis même, tes zombies arrivent en jeu engagé. Ouais, bien sûr. Donc du coup, tu peux même pas pouvoir les utiliser dès le premier tour. Pour le coup, son frère est plus fort. Après, pour moi, si tu joues en éphémère, c'est ça qui est intéressant. Oui, bien sûr. Pour moi, le but, ça va être de jouer en éphémère des crimes, et ensuite, durant ton tour, de jouer éventuellement quelques zombies, quelques lords en plus, pour booster un peu le tout, quoi. Est-ce que tu penses qu'à un moment dans le développement, ils se sont dit, si on leur mettait partenaires juste pour les partenaires entre eux? C'est pas impossible, voilà. Mais c'est pas impossible. Après, voilà, c'est vrai que si jamais vous les avez tous les deux, par exemple, dans un draft ou un scellé, ça peut être extrêmement fort, ça peut être mais... Un peu long. C'est plus compliqué parce que, c'est de mythique aussi. Oui. Mais, chose qui est très drôle, c'est qu'en fait, Giza se déclenche une seule fois par tour, et Geralf se déclenche à partir du deuxième. Donc t'es là, ok, donc il y a un timing. Et Geralf veut se déclencher plein de fois par tour. Ouais, c'est ça. Mais sinon, oui, deck zombie, Giza. Ouais, cool. Très intéressant. On a ensuite le retour d'un autre personnage qu'on connaît bien, qui est avec le Châtieur, une créature légendaire humain et psychagog qui coûte 3 dont 2 noirs, c'est une 3/3. À chaque fois que vous commettez un crime, exilez jusqu'à une carte noire ciblée depuis votre cimetière et copiez-la. Vous pouvez lancer la copie, si vous faites ainsi, vous perdez 2 points de vie. Moi, c'est bien, ça me rappelle quelqu'un. Bah, c'est Toshiro en plus fort. Ouais. C'est Toshiro juste en plus fort. La vache. Parce que Toshiro, en fait, pour le premier Toshiro Umezawa, donc qui était mono noir, qui était sorti en traître de Kamigawa à l'époque, en gros donner le flashback à un éphémère de notre cimetière quand une créature adverse mourait. Là, c'est juste... Tu peux copier ce que tu veux. La copie est gratuite, elle coûte 2 points de vie. Non, c'est une tuerie ce truc. Enfin, surtout qu'en plus, c'est une carte noire, c'est-à-dire vous pouvez copier des créatures. Des permanents. Là, ok, c'est nickel. Et en plus, vu que c'est le genre de jeu qui va vouloir jouer, admettons, Citadelle de Bolas, les gens vont dire, ah bah on va te l'enlever parce que comme ça, bah ouais, mais d'accord, tiens, je vais détruire ta bête, du coup, je paye 2 points de vie, je refais une Citadelle. Très très fort, il a l'air d'avoir énormément de potentiel, presque autant que peut l'avoir un bon deck Toshiro, et Dieu sait que le deck Toshiro est cool. Donc ouais, lui, il a une petite place là, un peu. Copie de permanent, je sens que ça peut être un peu con. Ouais. En effet. Ouais. Après, vous êtes obligé de payer la copie, plus de points de vie. Voilà. C'est pas gratuit. Donc, oui. Voilà, c'est intéressant. On a techniquement le retour d'un autre personnage, puisque c'est Titos le Pickpocket, qu'on connaissait juste auparavant sous le nom de Tiny Bones. C'est une créature légendaire squelette et gredin, c'est une 1/1 pour 1 noir, il a le contact mortel, et à chaque fois que Titos le Pickpocket inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte de permanent non-terrain ciblée depuis le cimetière de ce joueur, et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Marrant. Mignon. Assez utile dans les jeux qui aiment bien piquer des cartes aux adversaires. Ouais. Ça peut être cool.
Après, par contre, il va falloir lui donner de l'évasion systématiquement, quoi. Là. Bah, le contact mortel, ça va être mignon au début, tu vois. Ouais, mais bon, les adversaires, ils vont faire, ouais, non, mais je m'en fous, je vais mettre une 1-1 ou une 2-2 en face, et puis basta, tant pis. Ah ouais. Faut vraiment réussir à lui donner de l'évasion. La furtivité, c'est une capacité qui me parle pas mal, là, avec lui, mais bon, c'est un peu compliqué, il n'y a pas 36 trucs pour lui donner. Il y a des équipements. Il y a un équipement, la clé squelette, il me semble, voilà, ton merde. Parfait. Voilà, donc c'est assez marrant. Mais ouais, je vois l'utilité, mais pour moi il s'intégrera mieux dans d'autres jeux. Oui, que la tête de son dans les deck. decks, ne serait-ce que les decks qui vont piquer du stuff adverse, voilà, tu vois. C'est marrant, il y a peut-être un préconstruit qui est sorti. Peut-être, ouais. Que ouais, après il est bien, en soi. Oui, il est bien. oui, Il n'y a pas de défaut, il est bien foutu. Bon. Si on arrive effectivement à lui donner le petit peu d'évasion que t'as envie, ça peut être vraiment très fort en fait. On va finir le noir avec Vadmir, 109, une créature légendaire vampire et gredin qui coûte 2 dont 1 noir, c'est une 2-2. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur +1/+1 sur Vadmir. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Et tant que Vadmir a au moins 4 marqueurs +1/+1 sur lui, il a la menace et le lien de vie. Ouais, c'est... Mignon. Ouais. On va profiter du fait que ce soit un vampire et le jouer dans des decks où on pourra facilement soit gérer des bêtes adverses, donc pour le faire grossir, donc ça peut être cool, soit juste profiter du fait que, ah bah tiens, quand mon commandant attaque, je mets un marqueur +1/+1 sur tous les vampires. Et par hasard, hop là, bah maintenant du coup c'est une 6/6 menace lien de vie, donc... Ou bien profiter de l'enchantement qui fait que si jamais un vampire met des blessures à un adversaire... Oui. Il y avait ça. Il met autant de marqueurs +1/+1. Oui, ou bien même ceux qui disent que quand une autre créature meurt, tu mets un marqueur +1/+1 sur tous tes vampires. C'est les genres de choses qui... En fait, du coup, Vadmir, il est bon très dans synergique. ce très style de synergique jeu. dans les trucs qui sont déjà existants. Ouais. Donc en vrai, testez-le. Switchez-le avec un vampire peut-être un peu moins fort, ou un qui vous a déçu sur les dernières games, et puis vous verrez bien, mais il est pas déconnant. Voilà. À la tête de son propre deck, ça serait plus compliqué parce que les synergies marqueurs en noir, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas des masses. Voilà. Donc ça peut être sympa. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent elle donne les capacités qu'il gagne quand il a 4 marqueurs. Donc voilà. Il y a le contact mortel, celui de en plus. Tarkir. Ouais, en effet. Passons au rouge. Red. Et on va commencer avec une nouvelle monture, c'est Calamité, l'enfer galopant. Créature légendaire chevalet monture, c'est une 4/6 célérité pour 4 incolores et 2 rouges. Il a scellé 1. Et à chaque fois que Calamité, enfer galopant, attaque, tant qu'il est scellé, choisissez une créature non légendaire qui l'a scellé ce tour-ci, créez un jeton engagé et attaquant qui en est une copie, sacrifiez ce jeton au début de la prochaine étape de fin, répétez ce processus une fois. Bah c'est Delina, quoi. Ouais. Sauf que t'as pas le lancer de pièces et que t'as automatiquement 2 copies. 2 copies, ouais. Ça peut être bien sur les ETB. T'es limité, tu peux pas cibler les légendaires. Ouais, ça c'est bon, c'est plutôt logique. Du coup, tu cibles Dockside, quoi. Oui, voilà, tu peux t'amuser avec des trucs comme ça. C'est les 1, donc il n'y a pas de problème, tu peux vraiment tout copier. Sacrifie le jeton au début de la prochaine étape de fin. Ouais. Il a pas besoin de toucher pour faire les copies. Ouais. Non, mais c'est plutôt sympa. Non, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. À vous de trouver des bonnes créatures rouges qui ont soit un effet statique que tu pourras utiliser en main phase 2, soit des phases de combat supplémentaires. Ne serait-ce que pour le combat de Celebrant ou un truc comme ça. Ouais. Après, moi, ce que je vois, il y a juste un truc qui me dérange beaucoup, c'est son coup de mana. 6, ça fait un peu beaucoup. C'est énorme. Maintenant, on sait que le rouge est capable soit de tricher en faisant arriver des créatures autrement, parce que ce truc en plus a de la célérité, soit il sait générer maintenant énormément de mana grâce ne serait-ce qu'au trésor. Ouais. La rampe en rouge, c'est plus vraiment une fatalité, tu vois, enfin, ça se fait. Mais là, je me pose la question de... de l'équilibre. Pour efficacité, quoi. Ça va dépendre vraiment beaucoup de ce que t'as à côté, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que je trouve ça... Si vous voulez jouer en commandant, il faut vraiment que le setup soit mis en place avant, mais Encore une fois, en quoi. commandant, j'y crois pas. Je suis un peu moyen chaud. Après, il y a beaucoup d'autres commandants qui pourront en profiter à fond, quoi, de celui-là. Delina. Delina, oui. T'attaques et tu fais, vas-y, je vais faire des copies de Calamité. Ouais, let's go. Non, ça peut être très très marrant, mais là-dessus, c'est le genre de choses où je pense que là, il y a peut-être une limite au niveau de la jouabilité de la carte. On continue avec Magda, maîtresse du butin, une créature légendaire nain et berserker qui coûte 2, dont un rouge, c'est une 2-2. Il est déjà en train de secouer la tête. À chaque fois que vous commettez un crime, créez un jeton trésor engagé. Il est engagé. Et cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Bon, ça va alors. Sacrifiez 3 trésors, créez un jeton de créature 4-4, rouge, scorpion et dragon avec le vol et la célérité, n'activez que en rituel. Oh mais t'as vu, il y a des restrictions partout là. Quelle horreur. En fait,
on sait ce que j'ai dit juste avant, on sait que le rouge maintenant peut créer beaucoup de trésors. Oui. Rouge tout seul. Donc rouge et une autre couleur, ou deux, donc admettons marre du trésor. Je dis ça comme ça. Lol. Ça commence à faire beaucoup de trésors. Et en fait là du coup il nous donne un payoff à putain qu'est-ce que je vais faire de tous mes trésors. Des scorpions dragons. Ben c'est ça en fait, parce que bon après ça ne fait qu'en rituel, donc si on te gère tu vas essayer de l'activer, on te gère Magda, tu fais bon ok j'en aurai un. Oh là là. Mais c'est pas grave. C'est une vol célérité. T'as fait quoi, tu m'as géré Magda 4 vols célérité quoi. En fait c'est ça qui me... C'est cool, et en plus il faut en sacrifier 3, donc c'est cool qu'il y ait un payoff, à avoir beaucoup de trésors, mais ça me semble peut-être un petit peu beaucoup. Ouais, moi j'aime bien Magda. Après j'aime bien, c'est cool. Ouais. Après je me dis commettre un crime, c'est ciblé, mais pas uniquement avec des sorts. Et rouge est très fort pour le ping. Piou. Je me dis pinguer à chaque tour un adversaire, c'est très facile. Ouais. Donc bon. Surtout qu'il faut préciser quelque chose, par exemple, je pense au deck Z Warhammer avec le tyrannide qui fait piou 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 là. Magda, enfin, c'est pas commettre un crime que de mettre 1 à tout le monde. Non. Il faut cibler un seul adversaire, c'est ça. En fait. Donc attention à comment que vous décidez de... Parce qu'il y en a qui auraient pu se dire, putain, c'est une super addition. Oui, mais pas vraiment. Voilà, parce qu'il faut... Elle est dans un style de deck qui est vraiment pinger, mais à cibler en fait. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, elle est sympa. À la tête de son deck, je ne sais pas. Ouais, si, je pense que c'est faux. Ouais, si, ça peut te donner une... Ça peut être assez cool, en fait, comme un truc un peu différent. Ouais. Moins pété que la première Magda. Ouais, mais après, moi, je trouve qu'elle a déjà du bon potentiel. Là. C'est juste qu'ils ont vraiment mis des restrictions, mais pour moi, c'est même pas suffisant. Tu te dis, le trésor engagé, d'accord, mais bon, vu que la deuxième capacité ne demande pas à ce qu'il soit dégagé, voilà. On va passer au vert avec la seule créature légendaire mono vert du set, qui est Pigbill, Semeur d'épines, créature légendaire plante et druide. C'est une 2-2 pour 1 et 1 vert. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 3 mana incolore et 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. C'est marrant, dans le set, il y a des gredins, il y a des mercenaires et tout, il y a plein de bordel. Et il y a des cactus. Il y a un druide. Il y a des cactus. Il y a un druide en plein milieu du set, t'es là. Ok, d'accord. Non, mais le druide... Il est pas mal. Bon, honnêtement, touche terre, c'est ultra simple à trigger, je pense qu'on en reparlera jamais assez. C'est une capacité très très simple à déclencher. Doubler le nombre de marqueurs. Doubler le nombre de marqueurs... En mana sync. C'est fat, c'est très très fat. Donc, surtout qu'il y a des créatures qui font que tu peux retirer des marqueurs d'elles pour faire du mana. Ouais. Je ne les citerai pas, vous irez les chercher vous-même. Voilà, mais c'est très très fort en fait dans cette stratégie-là, mais je trouve ça très générique un peu. C'est touche terre marqueur. En fait, c'est un truc, c'est très peu surprenant, c'est très classique de ce qu'on a, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, même si jusqu'à maintenant on a beaucoup de vues de trucs de mode si tu touches quelque chose chez un adversaire, il se passe ça. Ouais. C'est un truc qu'on connaissait avant, mais là en fait ils ont mis un petit twist. Là c'est juste tu landes, tu boostes un truc et tu peux utiliser ces manas pour rebooster tout le monde. Ouais. Mais ça reste vachement bien en fait. Enfin... Ah oui, c'est fort, hein. Je dis pas le contraire. C'est juste, de toute façon, touche-terre, c'est une mécanique un petit peu. C'est vrai que quand ça fait déjà quelques années que tu joues, c'est vu et revu un petit peu. Dans ça fait 15 ans que ça existe. Ouais, voilà, donc c'est vrai que. Mais ça fait un petit moment qu'on traîne là-dedans et c'est vrai que c'est du vu et revu. Après, là, le côté mettre un marqueur, c'est sympa parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais trop eu cette capacité. Ouais. C'est déjà arrivé sur quelques-unes, mais voilà. Ouais, bah je vois bien Pigbill avec Avenger of Zendikar, tu vois, ils sont bien copains. Hein. Moi, je vois bien avec le Sage de l'évolution aussi. Ouais, on le voit bien avec plein de trucs en fait. Hein. Oh bah tiens, touche terre, je mets un marqueur sur une créature et puis je prolifère. Ouais. Ah oui, là... Bon, là, donc, voilà, en fait, voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il est simple. Il est fort, mais ça reste simple ce qu'il fait, puisque bah, du coup, on a déjà plein de trucs qui vont... Oh, il y a plein de choses qui vont dans ce sens. C'est pas très compliqué. La seule chose qui va être un peu chiante, ça va être à la limite, si vous voulez construire autour, la base de mana, où il va falloir quand même utiliser des fetch, si possible, pour essayer d'optimiser un maximum. Et même les pas bons. Hein. Ouais, même les pas bons. Hein. Voilà, les slow fetch, tout. Vraiment, essayer de le faire comme ça, mais bon, après, voilà. Puis après, vous mettez... Hardened Scales et consorts, tout ce qu'on connaît maintenant. Mais ça va, il paraît que ça a été réédité récemment dans certains decks. Non, plein de decks. Ah bah on va continuer avec le multicolore. Vous qui pensiez qu'on allait vachement vite, calmez-vous tout de suite. Ouais, voilà. Là, on a fait le premier tiers, quoi. Voilà, c'est ça. On va commencer avec Akul, l'impénitent. Ça fait très bizarre, je l'ai vu en anglais, je m'attendais pas à cette traduction-là. L'impénitent. Une créature légendaire, scorpion et dragon et gredin, 5/5 pour 4, dont 2 noirs et 2 rouges. Le vol, le piétinement, et sacrifier 3 autres créatures, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature de votre main, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel, et qu'une seule fois par tour. C'est très fair comme carte. Voilà.
Ça me semble tout à fait honnête et correct. Je suis pas d'accord. Je vois absolument pas quel est le problème avec Akul, l'impénitent. Non, bien sûr que c'est fort, bien sûr que en fait les 3 autres créatures, c'est parce que c'est une broutille. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah d'autant plus que, je veux dire, créer des jetons en noir-rouge, ça va pas être très compliqué, surtout pour pas cher. Ouais. Je veux dire, en fait, dès le tour 3, vous pouvez déjà avoir les 3 jetons prêts, et Akul qui va arriver, qui va être là. Super. Ou plutôt cool. Ouais, voilà, cool. Cool, les jetons, ils sont déjà là, je peux les sacrifier tout de suite pour mettre une grosse bébête. Parfait. Voilà. Donc du coup, bah voilà, vous pouvez vous amuser à faire un deck dragon, un deck démon. Par exemple. Ouais. Un deck, toutes les grosses bêtes en Rakdos, je les mettre dedans. Oh la vache, démon à fond, let's go. Et, ouais. Tu mets des trucs assez fat là. Ouais, donc, ouais. Non, ça peut aller très très vite, pour le coup. Puis des petits gobelins au début, quoi, histoire de dire que t'as rapidement... Tu as Dragon Fodder. Le nombre de sorts qui font 2 gobelins, hop, pour 2 mana, t'es là, bah ouais, 2 jetons. Ça se fait bien, ça se fait bien. Bon, après, voilà, une seule fois par tour. Une seule fois par tour, en rituel, bon, c'est bon. Ouais, franchement... Mais en fait, moi, ce qui me tue, c'est qu'en dehors... Enfin, ce qui va nous tuer probablement également, c'est ses stats. Ouais. C'est une Volpity de 5 pour 4. Et là... La capacité, pour moi, elle justifiait déjà... Là, ils ont mis des restrictions, d'accord, mais pourquoi mettre en plus un gros body derrière avec des grosses capacités? Bah parce que c'est le méchant. Oui, d'accord. Ouais. Bon. Puis regarde, t'as déjà vu un dragon scorpion? Maintenant, oui. Bah, on avait déjà vu un sur la carte de Magda. Voilà. Oui, non mais... C'était pas le premier. On continue avec Annie Flash, la vétérane créature légendaire humain et gredin. C'est une 4-5 pour 3 incolores, un rouge, un vert et un blanc. Elle a le flash. Et quand Annie Flash, la vétérane, arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, renvoyez sur le champ de bataille engagé une carte de permanence ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. À chaque fois qu'Annie Flash devient engagée, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci. Ça fait beaucoup de choses, hein. Non, j'adhère pas à la carte, du tout. Ça fait... En fait, je me dis, pourquoi est-ce que Titan Solaire n'était pas problématique, et que... Enfin, pourquoi est-ce que Titan Solaire a existé tel qu'il a existé et que Annie Flash, ils ont dit « Alors attendez, il faut qu'on mette des restrictions partout !» Il faut qu'elle ait été lancée quand elle arrive sur le champ de bataille. Ouais. Tu renvoies engager une carte de permanent avec une valeur de 3 au moins. T'es là, ok, d'accord. Et elle le fait pas l'attaque. Elle a le flash. Ouais, non mais sérieusement. Et quand elle devient engagée, t'as de l'Impulse Draw. Ouais, bah oui, je m'en fous. Oui, bah c'est pas... Titan Solaire est plus fort. Oui. Hein. Pour moi, c'est pas normal qu'une carte qui est sortie il y a 15 ans soit plus intéressante qu'un commandant qui sort aujourd'hui. Ouais, bah. Voilà, mais moi je suis désolé. Après, voilà, le truc de l'engager, bah, après, si t'as moyen de l'engager autrement que pour attaquer, pourquoi pas, hein, ça peut être marrant. Tu lui mets un manteau de paradis. Un petit manteau de paradis, voilà, c'est sympa. Mais honnêtement, Annie Flash, bah, je la trouve pas bien, quoi. Non, elle est un peu... Mais... Surtout que t'aurais envie de la blinker avec ce genre de restrictions sur elle, ça arrive engagé, c'est 3 au moins uniquement et uniquement le TB, t'as envie de la blinker, mais ils ont même mis une condition là-dessus. Donc tu serais obligé de la remettre dans ta main pour pouvoir la relancer derrière. Mais c'est 6 mana, quoi. Elle coûte très cher. Pour moi, elle coûte beaucoup trop cher pour ce qu'elle fait. Désolé, hein, là je suis en train de défoncer la carte, mais voilà, c'est... Ouais, c'est pas... Il y a rien d'excitant dans la carte, quoi. Moi, je la regarde et je suis là, bah non, mais en fait, on a des commandants bien meilleurs. Ouais, tu dis des trucs, je suis bon, d'accord. Ouais. Non, je suis d'accord. C'est pas... Sinon, si vous voulez absolument, je pense, un petit Voltron ou tes permanents que tu vas aller chercher engagé, bah ça va être des auras et des équipements, donc tu t'en fous, tu pourras les mettre quand même sur Annie. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu les lances pour que ce soit rentable, donc tu vas faire quoi? C'est juste pour récupérer une aura, je veux dire, bof, ouais, des trucs bien meilleurs qui coûtent moins cher. Ouais, et dans ces couleurs. Bah, manteau des anciens. Tu rallumes tous les équipements et tous les auras et tu les mets sur la créature. Oh la vache. Et même l'impulse, en vrai, tu t'en fiches pour ce que c'est. Parce qu'il faut que tu... Ouais, bah, comme on dit, à moins que tu l'engages pour du mana, le reste est pas évident. Je sais pas. C'est pas fou. Bof. Ou à moins qu'on ait complètement loupé quelque chose, et dans ce cas-là, allez-y. Allez-y dans les commentaires, mais là, moi, je vois rien, il y a trop de défauts pour moi sur la carte. Ouais. Bah, c'est surtout que moi, c'est le fiac entre deux chaises, quoi. Bah, elle a le flash, donc c'est cool. Je vois pas le lien, en fait. Parce que le flash pour ranimer, je me dis, ok, d'accord, je peux comprendre. Mais pourquoi la dernière capacité, en fait, derrière? Je comprends pas du tout le lien, quoi. Food Chain? Non, je sais pas. Food Chain, let's go. Annie Flash Food Chain. Annie Flash Food Chain. Bah, let's go, hein, voilà. Après, c'est vrai que Food Chain, tu ranimes le truc à 3. Si c'est un Dockside.
Ouais, si c'est un Dockside, ouais, tu peux faire une boucle. Voilà. Mais sinon... Enfin, une boucle. Potentiellement une boucle est limitée, en fait. Oui, il faut que tu te butes ton... Ouais, il faut que tu sacrifies ton Dockside, que tu sacrifies Aniflash, que tu rejoues, mais en fait, le mana que tu vas gagner, au bout d'un moment, il sera pas suffisant pour relancer Aniflash à chaque fois, quoi. C'est bizarre, c'est très bizarre. Ouais. J'ai du mal. Il y a des trucs, mais vraiment, j'ai l'impression de partir dans un délire complètement énorme pour essayer de faire fonctionner la carte. C'est ça. Voilà. Pour une mythique, je trouve ça assez minable, désolé. Oh putain, j'ai mis comme un gros sac. On va continuer avec le baron Bertram O'Grise. Alors lui, il me plaît déjà, il a la classe là. C'est un vampire et noble qui coûte 4, dont un blanc et un noir. C'est une 3-4. À chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature à un noir, vampire et grenin avec le lien de vie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Oh. Et pour 2 dont un noir, sacrifiez une autre créature ou un autre artefact et piochez une carte. Pourquoi un autre artefact? Au cas où il se transforme en artefact. Ah oui, c'était comme pour Bartholomé. Ok, voilà notre première créature légendaire Unco. Sympa. Et ça remplit les conditions d'une créature légendaire Unco. Ça a un bon effet, mais qui est pas pété, qui rentre bien, qui synergisera bien avec les thématiques. Et donc du coup, voilà, là, Horse of Jetons, point. Enfin, il y a pas de... T'en fais un peu plus, t'as un moteur de sac dessus. Moteur de sac qui peut être claqué au sol si jamais vous jouez un doubleur de jetons et l'autre connard qui fait des trésors quand une créature meurt. Bref. Ouais. Bah, je vois pas de quoi je vois pas ce que ça change. Hein. Parce qu'il n'est pas limité une fois, hein, le deuxième capacité. Je vois absolument pas de quoi voilà, tu parles, hein. Après, honnêtement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Oui. C'est cool. Oui. C'est pas prétentieux. Voilà. Bah non, ça fonctionne bien. Mais tu sais, on a eu des Netors qui c'est quasiment la même chose dans Seigneur des Anneaux. Mais c'est des commandants qui sont cool, quoi. Voilà, c'est toujours bien d'en avoir un. C'est différent, mais au moins ça marche, quoi. Voilà. On va passer à la suite avec Bonnie Paul, Bûcheronne. Créature légendaire géant et éclaireur. C'est une 6-5 pour 3 incolores, 1 vert et 2 mana bleus. Elle a la portée. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous créez Bow, un jeton de créature légendaire bleu bovidé, avec la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. À chaque fois que vous attaquez, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain depuis votre main ou votre cimetière. Simic doing Simic shit. Sauf que là, tu viens avec une grosse vache. Oh putain, c'est la vache Milka. C'est la vache Milka. Mais en bleu. Elle est énorme. Et elle va devenir énorme. Et t'as les petits fermiers devant qui sont en mode ah, au secours! Faut lui donner à manger, vite! Vite! Depuis votre main ou votre cimetière. Ou votre cimetière. Cimetière. Mais allô, quoi. Ah mais ça tombe bien, je joue des fêtes dans mon deck. Non, arrêtez. Je me dis que le druide plante doit être très content avec ce genre de commandant à la tête du deck. Tu fais... Ah bah tiens, attends, il va y avoir du terrain qui arrive partout, je peux refetcher et tout. T'es là, waouh, les marqueurs. Et puis comme ça, ta vache, elle devient encore plus grosse. Ouais, putain, elle piétine pas la vache. Elle piétine pas encore. Est-ce que c'est réellement un problème avec... je veux tuer quelqu'un avec Beau. Ah non, ouais. Je veux juste dire, tiens, tu vas te prendre 35 de Beau. Ouais, après voilà, on peut s'amuser à jouer les trucs qui font des... Une carte que j'aime beaucoup maintenant, c'est le sceptre. C'est quoi? C'est le sceptre bâton de Titania. Bâton de Titania. Le truc qui crée des druides. Enfin, des dryades, pardon, excuse-moi. Des dryades, ouais. Non, mais voilà, Simic doing Simic, hein, y a pas de. T'es même pas obligé d'attaquer avec Bonnie, en fait. Je me dis qu'en plus, tu mets Aizy ou Tatiova dedans. C'est stupide. Ouais, parce que t'es là. Tu pioches une carte, puis tu peux mettre une carte de terrain. Parce que c'est ça en plus, c'est quand t'attaques, tu pioches déjà de base. Ouais. Et tu vas pouvoir poser un terrain, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que peut... Ouais, c'est du Simic, quoi. C'est vraiment Aizy, Tatiova, un peu Shulane aussi, dans le même genre. Tu pioches, puis tu poses un land. Voilà. En plus, il n'est pas noté qu'il arrive engagé. Ah ouais. Ah, c'est bien, ça. Ah, parce que Shulane, ils arrivent engagés. Ouais. Non, c'est bien. Voilà, heureusement qu'il n'y a pas de phase de combat supplémentaire. Par contre, il y a des tours sup dans ces couleurs-là. Il y en a un peu, ouais. C'est fatigant. Tu peux mettre Meloku Mystic Sanctuary et Brûle ma poule. Let's go. Et tu tues les gens avec Beau, la vache. Ah, la vache. Oui, la vache. Ouais, mais tu peux aussi jouer celui qui a le buyback en sacrifiant 2 îles. Parce que du coup, tu peux rejouer avec Bonnie Pell, tu rejoues... Ah ouais, c'est vrai. Tu rejoues tes îles depuis le cimetière. C'est vrai. Tu mets un petit creuset des mondes pour pouvoir la récupérer. Putain,
excusez-moi, mais c'est tellement débile, quoi. Et c'est juste, encore une fois, Simic doing Simic. Mais là, tu tues avec une vache. Ben oui, je sais bien. En fait, ils ont mis le truc... Je pense qu'ils ont vraiment... Je pense que premier degré, ils se sont dit... Non, on va faire un gros truc Simic générique, mais par contre, regardez, on va mettre un truc qui est un peu cool. Ouais, enfin, qui au moins est drôle pour que au moins la pilule passe peut-être un peu mieux. Mais non. C'est stop. C'est... Quelle horreur. Mais ouais, voilà. Donc... Bravo Milka. C'est fort. On continue avec Bray, encore de retour. Ouais. Créateur d'Explosion, une créature légendaire gobelin et pirate qui coûte 3 dont un bleu et un rouge. C'est une 3-3 menace, et à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, vous pouvez sacrifier un artefact. Si vous faites ainsi, jouez à pile ou face. Oh. Quand vous gagnez, copiez ce sort, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Quand vous perdez, Bray inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de ce sort à n'importe quelle cible. Là, on retrouve encore la mécanique du deuxième sort. L'idée, c'est de se dire, à un certain tour, on va plot des cartes, et au tour d'après, on pourra les rejouer, et donc du coup, ça va créer des triggers sur les deuxièmes sorts lancés. Là, la différence de grave, là, c'est que le deuxième sort, mais par contre, ce deuxième sort peut être copié. Ouais. Sympa. Sauf que, comme d'hab, vu que c'est du pile ou face, c'est pas vraiment valable pour poser sa stratégie dessus. Au mieux, ce sera drôle, sinon ce sera nul, quoi. Après, moi, ce que je me dis, c'est que, contrairement à un Krark, où ton sort est renvoyé dans ta main, là, c'est juste, ton sort va se résoudre, mais tu vas mettre des dégâts au pire. Voilà. Alors, je précise d'ailleurs, petite intervention en règle, la cible, il faut la déterminer au moment où la capacité est mise en pile. Voilà. Et non pas au moment où vous allez résoudre le pile ou face. Voilà. Ouais. Si c'est tout... C'est de la cible, il faut la désigner avant. Voilà. Voilou. Du coup, pourquoi pas. Ouais, c'est pas non plus. C'est marrant, moi, je trouve. Plus que... Pas... Voilà. Après, bon, je me dis... c'est le deuxième sort à chaque tour. Si tu commences à vouloir jouer pendant les tours adverses... un artefact aussi. Ouais, tu sacrifies un artefact. Après, bon, le rouge, si t'as le Stormkill Artiste, tu fais un trésor. Ouais. Voilà. Y a pas besoin que ce soit des sorts d'éphémères rituels. Bien sûr. Par contre, c'est cool. Ouais. Mais sinon... Après, bon, si tu veux optimiser à chaque tour, ça va être éphémère, quoi. Mais le problème, c'est que si tu veux jouer beaucoup d'éphémères, il y a un moment... Faut que tu plottes des trucs, faut que tu voilà. Mais après, ça sent quand même le commandant, en effet, qu'il joue autour du plot, en effet. De la conspiration. Oui. Bon. C'est typiquement le genre de deck où les mecs, ils vont faire... je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire des trucs. D'accord, c'est bien. Voilà. Mais bon... Il faut trouver une direction, je pense, avant si vous voulez les jouer. Le retour d'un autre perso qu'on aime bien, Brustar, l'éleveur itinérant, créature légendaire humain et guerrier, c'est une 4-3 pour des incolores, un rouge et un blanc. Les bovidés que vous contrôlez ont la double initiative. À chaque fois que Brustar, l'éleveur itinérant, arrive sur le champ de bataille ou attaque, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, créez un jeton de créature 2-2 blanche bovidée, sinon vous pouvez la lancer jusqu'à la fin de votre prochain tour. T'as une thématique, toi, dans le script, visiblement. Ouais. Les bovidés. Les bovidés. D'ailleurs, sur l'artwork, il y a le buffle d'Agoness qui est ici, là il y a la Vigor, et là il y a le 04 là. Enfin, celui qui a pas de celui qui a... c'est la créature Vanilla qui a son texte dedans. Ouais. C'est rigolo. Alors, ce qui est assez... c'est assez injouable, en fait. Je vais vous le dire, mais en fait, parce que je me suis renseigné en me disant, Brustar, il y a des gens qui me disent, vas-y Thibaut, fais le deck. Et j'ai regardé, mais en fait, il y a rien. Non, les bovidés, il y a que dalle. C'est vraiment... c'est probablement un des... Je veux dire, vous avez plus de chances de faire un vrai tribal plante que de faire un tribal bovidé. Voilà. Oui, mais ça, tu t'en fous, tu joues pour la deuxième ligne. Bien sûr. Après, voilà, c'est uniquement de l'attaque, et c'est vrai que, bon, il est 4-3, ETB, bon, si tu veux le jouer Blink, c'est possible. Mais le fait que ce soit l'attaque, il est 4-3, il est pas forcément ultra tanky, quoi. Ouais. Donc voilà, je suis un petit peu mi-figue mi-raisin dessus. Je vois comment est-ce qu'il peut fonctionner, mais je me dis en même temps que les bovidés, en fait, finalement, on s'en fout un petit peu. Oui, après, enfin... Ou alors tu joues avec l'Impulse Draw, quoi, uniquement. Oui, voilà, c'est tout. Voilà. Je pense que c'est tout. Du coup, tu zappes la première capacité. Non, parce que en fait, la deuxième, elle sera quand même un peu utile si jamais t'as au moins une armée de 2-2. Enfin, une armée, quelques 2-2. Ça reste des 2-2 qui ont la double init, en fait. Non, mais les 2-2, tu les crées uniquement si t'exiles un terrain. Ouais. Et alors ? Ouais. T'as une chance sur 3 que ça arrive. Oui, non, mais après, voilà, il est moyen, mais il est autant moyen que Bray, tu vois, genre... Oui, ok, ça peut aller dans certains decks, mais pas partout, et quand ça y sera, ça peut faire des trucs, mais pas forcément, donc comme Bray. Ouais. Mais voilà, c'est la réutilisation d'un... C'est une gimmick, c'est rigolo, tu vois. Oui. On continue avec Doc Orlok, un génie grisonnant. Une créature légendaire ours et druide. Je pense savoir d'où il vient, lui. C'est une 2-3 pour un vert et un bleu. Les sorts que vous lancez depuis votre cimetière ou depuis l'exil coûtent 2 de moins à lancer. Comploter des cartes de votre main coûte 2 de moins. Non mais... Il est pété, hein. Non mais il coûte que 2 surtout. Enfin, voilà. En fait, il y a ça qui fait que c'est fort. Il coûte que 2,
Bon, il a des stats corrects pour une carte qui coûte 2, vu que c'est une 2-3. Mais surtout, il dit que les sorts qu'on lance depuis le cimetière coûtent 2 de moins à lancer. Allô? Donc le flashback, tout ce genre de conneries. Ouais, non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. En plus, c'est pas comme si en bleu et en vert, il y avait beaucoup de flashbacks. Hein. Ou de cartes juste qui disent, bah, fous des trucs dans ton cimetière, on peut les rejouer. Ouais. Et accessoirement, complété, ça coûte 2 de moins. Voilà. C'est marrant parce que bleu-vert, c'est aussi les couleurs de Mulrota. Oh là là. Oh la vache. Il est fort, il est fort, très fort, sympa. fort. En plus, lancé depuis l'exil, vu qu'on a la prédiction qui existe en plus, tu te dis, bah, C'est pareil. c'est super, quoi. Enfin, Ouais. c'est le genre de choses que tu veux avoir, donc ouais. Ouais, très sympa. Et encore une fois, très simple dans son texte, il n'y a pas besoin de beaucoup. Ouais. C'est juste ça coûte 2 de moins, point. Il Non, vient- c'est cool. Il vient de Strixhaven, lui, non? Je pense, peut-être. Ouais, c'est ça le va probablement seul. être un des coins de Rix. Ou alors il vient peut-être de Bloomborough. Ah, Je sais pas, il y a peut-être des ours. Je sais Peut-être, il y a plus. Je sais peut-être plus. des ours. Il y a une calamité qui a un ours, mais je sais pas, bref. Mais peut-être, sinon oui, qui vient effectivement de Strixhaven. Le problème, c'est que de Strixhaven, en fait, il y a un peu tout le monde. Donc, c'est un peu bizarre. Bref. Cool. On continue avec encore un retour. Eriette l'enjôleuse. Elle m'avait pas manqué celle-là. Créature légendaire humaine psychagogue. C'est une 4-4 pour un incolore, un blanc, un bleu et un noir. Elle a le lien de vie. À chaque fois qu'une aura que vous contrôlez devient attachée à un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana inférieure ou égale à la valeur de mana de cette aura, acquérez le contrôle de ce permanent tant que cette aura y est attachée. Mais... En fait, Bah moi je trouve que c'est horrible. moi j'aurais juste une chose à dire, c'est que c'est rare qu'on joue des auras qui coûtent vraiment cher. Ouais, ça je suis d'accord, mais en même temps, on sait aussi que les decks qui sont basés sur des trucs où tu prends le contrôle des trucs adverses, ça reste fort. Ouais, mais là il y a une, Enfin- il y a une clause pour moi qui rend la chose compliquée. Vraiment. Ah, le coup de la Le valeur fait de mana. que la valeur de mana doit être supérieure ou égale à celle de la carte que tu essaies Ouais. de prendre le contrôle, c'est compliqué pour moi. C'est vraiment compliqué parce que tu te dis en commandeur, les cartes pertinentes elles commencent à coûter dans les 4. autres permanents 4, 5, facile, c'est dans ces eaux-là où tu commences vraiment à avoir des trucs sympas. Mais si ton aura doit coûter 4 ou 5, c'est déjà Ouais, je sais cher pas. en fait pour une aura. C'est vraiment très J'aime- cher. En tout cas, j'aime pas trop le design d'Eriette. Non. Bon. Après, on doit pouvoir le faire fonctionner sans Ah oui, non problème, mais bien sûr. oui, bien sûr. Puis bon, tu peux prendre le contrôle des commandants adverses, que souvent les gens essaient de faire le moins cher possible. Ouais. 4, c'est quasiment le haut de la curve à ce stade-là, hein, pour les commandants. Donc, de plus en Ouais. plus. Ouais. Mais ouais, tu te dis, bah oui, en effet, tu peux prendre le contrôle des commandants adverses, les emmerder, et en fait, juste faire, bah vas-y, je contrôle, et j'essaie de piocher un maximum d'aura pour... Après, à mon avis, tu vas jouer avec beaucoup de tutors, tu vas faire la totale pour juste te dire, bah, je vais pouvoir aller chercher l'aura qu'il me faut avec le bon coup de mana pour pouvoir la lancer ensuite. Pourquoi pas? Ouais. Mais bon, je suis pas un grand fan du design, en fait. Non. Il y a une restriction qui est intéressante, mais du coup, qui rend la carte beaucoup plus complexe à monter en tant que Ouais. commandant. Non, ouais, je suis d'accord. Mais je sais pas, je l'aime pas trop. Moi non plus. On enchaîne avec Ertajo, Mentor des Frontières, une créature légendaire corps et conseiller qui coûte que 4 et dont un rouge et un blanc, pardon. C'est une 2-4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, créez un jeton 1-1 rouge mercenaire avec engager cette créature, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour, uniquement en rituel. À chaque fois que vous activez une capacité qui cible une créature ou un joueur, copiez cette capacité. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. What? Non mais autant genre la première capa on s'en branle, Ah ouais, non, mais autant l'autre. c'est plus un exemple en fait. Ouais voilà c'est regardez là vous avez une capacité activée que vous pourrez copier. Ouais. Et après c'est non mais on les copie. D'accord. Pourquoi pas. Après dans ces couleurs là à part le ping, Si, il y a 2-3 bricoles quand même. bah le ping, et tu peux prévenir des blessures. Ouais, t'as la protection aussi. Ouais. Les Mother of Runes, ouais les runes etc., ouais. Il y a 2-3 bricoles. Il y a des pas marqueurs. en blanc, ouais, t'as 2-3 bricoles qui sont plutôt fortes. Engager les créatures. Mhm. Donc ouais. Pourquoi pas, ouais, non, ouais, je vois Ça peut être l'intérêt. cool. Le seul problème, c'est qu'il faudrait que tu puisses te dégager un peu plus souvent que juste à ton tour. Ouais, ce qui est faisable en blanc. Il y a un truc qui dit que tu dégages Oui, tes cartes. l'esprit de Kamigawa, qui dégage toutes tes créatures pendant les phases de dégagement des autres joueurs. Ah, il y a ça. Je sais Ouais. même plus lequel. Ah oui, Le truc avec... voilà, Ouais. ouais. Et il y a aussi l'aventurière, là, de... La blanche qui permet de dégager une Ouais, créature, si et t'as si t'as fini un fini un donjon, donjon, elle tu dégage toutes dégages tes tout. créatures. L'aventurière blanche, en effet. Ok. Il y a 2-3 bricoles. Il y a Je vois où ça 2-3 peut bricoles. aller, ouais. J'avoue que moi j'étais là. Quoi? Et puis je regarde, je fais, ouais, quand même, il y a 2-3 Ouais, trucs je plutôt vois où ça sympas. peut aller, ouais. Et ouais. Pourquoi pas. Mais c'est cool parce qu'en fait, le deck est pas forcément dépendant du commandant Non. si tu veux jouer autour. Mais
le commandant le rend vraiment plus pertinent. Bah, si t'as pas le commandant, ça va être un peu un tas de merde dans le bordel, je trouve. Oh, ça va être mignon vite fait, quoi. Ouais, voilà. Mais l'avantage, c'est que comme le blanc protège beaucoup, en fait, ton commandant, il peut vraiment être beaucoup protégé, et les adversaires, ils peuvent ne pas savoir quoi faire, quoi. Ouais. Donc, ouais. Pourquoi pas? Oui, voilà, vraiment, pourquoi pas. Ouais. Sachant qu'en plus, quand on parle de capacité activée, faut pas oublier que toutes les capacités du style je sacrifie une créature pour que celle-ci devienne indestructible, c'est aussi une capacité activée. C'est pas uniquement les capacités qui engagent. Du coup, ça peut être très marrant. Et aussi, c'est pas que les capacités des créatures. Ce qui fait que du coup, sur des auras, etc., ça peut être utile aussi. Il y a beaucoup de choses à développer. Il y a des trucs. Ouais. Alors, Et c'est juste une Unco, donc pourquoi encore une fois, hein, vous voyez. C'est la troisième commandant Unco qu'on voit, le troisième on se dit mais en fait... attends, il y a des trucs, On va parler de Gired, Miroir des Terres Sauvages, donc créature légendaire humain et chaman. C'est une 3-3 qui coûte un rouge, un vert et un blanc. Il a la célérité. Les créatures non-jetons que vous contrôlez ont engagé. Créez un jeton qui est une copie d'un jeton ciblé que vous contrôlez qui est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci. C'est marrant, c'est des capacités activées. Donc voilà, typiquement le genre de perso où on fait mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon bah il est là. J'aimais pas le premier, j'aime pas le second, voilà. Par contre, ils vont bien ensemble. Bah, en fait, encore une fois, on a le côté Gired, j'ai envie de gros jetons. Ouais. Voilà. Si c'est des jetons de grosses créatures, ça me va encore mieux. C'est des copies, vas-y, parce que en rouge, on a moyen quand même de faire ah tiens, je fais des copies, et puis c'est juste pour un tour, et puis let's go. Ouais. J'avais déjà tenté le coup, ça marche plutôt pas mal. Donc, en vrai, c'est plutôt bien, mais après, c'est très monolithique. Ouais, mais c'est pas grave, c'est ce que En fait, c'est la direction déjà que le premier Gired avait, hein. Et là, avec il coûte un de moins, il a une célérité, donc tu pourras l'engager tout de suite pour pouvoir créer une copie de jeton. Bien sûr. Et ça fait plusieurs sets où le support dans ses couleurs pour les jetons, c'est les créatures. Ouais. Je pense juste au dieu blanc d'Ixalan, tu vois, où c'était déjà le cas. Après, ce qui est très drôle, c'est qu'il donne la capacité à toutes les créatures en jetons de faire une copie. Ouais. Et c'est des copies qui sont définitives. Ouais. Donc, t'es là, Oh, du coup, putain, avec les sorts rouges qui font des copies jusqu'à la fin du tour. Oui. Oh. Sauf que, en effet, alors, c'est là où on va devoir expliquer un tout petit peu de règles. Excusez-moi, je vais encore faire mon petit chiant. Mais en gros, la plupart de ces sorts-là font créer une copie de telle créature, la copie à quelle la célérité, sacrifier-la au début de la prochaine étape de fin, par exemple, ou à la fin du combat, enfin bon, peu importe. Mais le truc, c'est qu'en fait, si vous faites une copie de ce jeton-là, la condition qui a été mise, comme quoi elle devait être sacrifiée à la fin du tour, n'est pas copiée, puisqu'elle n'est pas sur la carte, en fait. C'est une condition en plus, en fait, dans la résolution de l'effet du sort ou de la capacité. Oh, Feldon. Du coup, Feldon avec Gired, c'est juste what, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Mais, parce que du coup, vous allez conserver l'autre copie. Le premier Gired faisait déjà peupler, donc on pouvait déjà jouer avec Feldon, etc. Mais il coûtait 5. Il coûtait 5. Ouais. C'était ça qui était un peu débile avec lui. Là, celui-ci, il peut vraiment être très fort. Donc, si vous jouez avec des petites créatures, enfin des créatures non jetons à côté qui sont fortes, vous allez en faire des copies, vous pouvez engager l'original pour garder la copie, en fait, enfin une copie supplémentaire. Du coup, vous en avez une qui peut attaquer tout de suite avec vos sorts que vous avez fait, et l'autre, elle sera conservée grâce à la capacité activée que en fait, en vrai, ça donne juste envie de créer des copies de créatures, et pas juste de dire un effet qui fait un jeton 4-4. Bien sûr. Ah oui, non, bien sûr, tu vas jouer plus avec intéressant dans l'autre sens, quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah non, mais oui, c'est stupide là-dessus. Hein. Donc, c'est... Moi, je le trouve très fort dans ce sens-là, mais pour moi, du coup, c'est juste... Il part comme ça. Ah oui, bah, bien sûr. Si vous le jouez juste avec des simples jetons 3-3 ou 4-4, non, vous allez perdre la moitié de l'efficacité du commandant. Facile, quoi. Faut en profiter, il faut mettre des créatures qui ont des gros ETB, il faut... Ouais. Par contre, il faut trouver un équilibre. Si vous mettez des cartes trop chères, trop chères tout le temps, vous risquez de vous retrouver avec un petit... Voilà, après t'as en Aya, tu peux ramper un peu ça. Bien sûr. Mais attention à l'équilibre du deck, si vous voulez vraiment l'optimiser à fond. Voilà. Mais ça va être gros bill. Petit jet minion. On enchaîne. Ah, c'est moi qui le fais celui-là en plus. Le Gitrog, monture vorace, une créature légendaire, grenouille et horreur et monture, qui coûte 5 dont un noir et un vert. C'est une 6-5, piétinement célérité, let's go. Et à chaque fois que le Gitrog inflige B sur le combat à un joueur, vous pouvez sacrifier une créature qui l'a scellé sourcil. Si vous faites ainsi, piochez X cartes, puis mettez sur le champ de bataille engagé jusqu'à X cartes de terrain depuis votre main. X étant la force de la créature sacrifiée, et elle se scelle pour 1. Ouais. Oh, il est pas mal. Bon, il est pas aussi bon que le premier, j'avoue. Bah non, bien sûr que non. Mais sinon, ok, ouais, enfin...
Je pense dans l'idéal, tu vas genre souvent piocher genre 3. Ouais. Mettre un terrain ou 2, bon, c'est pas... Moi, je vois juste que t'as une 6-5 piétinement célérité, tu vois. Enfin, c'est... qui peut te donner un bonus quand il attaque. Mais par contre, ouais, il est obligé de mettre les dégâts, mais bon, vu qu'il a piétinement, ça va. Ça va pas être un problème. Puis bon, on peut presque jouer Voltron là-dessus. Tu te dis, oh bah tiens, le nombre de créatures qui font, bah tiens, toutes vos créatures avec un marqueur bien sur elle, t'es là, oh bah super, tiens, c'est une 7-6. Tu le joues avec les... Pour rester dans le thème d'Innistrad, du coup, tout ce que le sel, c'est des cartes qui ont association d'âme. Ah oui. Ça ferait une petite restriction à la con. Mais parce que, en fait, genre... Je sais pas si t'auras souvent envie de sacrifier un truc. Tu vois. Ou alors, que ce soit un truc qui puisse revenir facilement. En fait, moi, je pense surtout que... Le mettre des terrains en plus depuis votre main, en fait, finalement, je m'en branle. C'est con, hein, parce qu'on parle de Gitrog, hein, qui est spécialiste là-dedans. Mais ça va être la pioche, quoi. En fait, ça va être la pioche. Ouais. Et je me dis, finalement, en fait, c'est juste un commandant sacrifice. Je suis là juste pour bourrer avec mon commandant, peut-être lui donner l'initiative si je peux, parce que mon scellé, je peux sceller avec plusieurs créatures aussi. Ouais. C'est ça aussi qui peut être sympa. Dire, tu sacrifies seulement une créature qui l'a scellé. Oui, à chaque fois qu'il touche, si je donne de l'initiative, je peux sacrifier une créature. Dans ces couleurs-là, c'est toujours pareil, t'as des équipements et puis basta, quoi, c'est tout. Mais ça peut être assez marrant là-dessus, et puis bon, ça va vraiment être du sacrifice en plus. Pour moi, il fonctionnera peut-être dans des jeux sacrifices à côté, plutôt que à la tête de son propre deck, mais ouais, ça peut être cool, quoi. Après, c'est sûr que c'est pas le premier Gitrog, c'est clair. Et on continue avec une nouvelle réédition d'un personnage qu'on connaissait un tout petit peu. C'était Rothstein l'Honnête, créature légendaire humain et psychagog. C'est une 3-2 pour un incolore, un noir et un vert. Quand Rothstein l'Honnête arrive sur le champ de bataille, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Les sorts de créatures que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. C'est vachement bien. Et encore une fois, c'est une unco. C'est une unco. Bah en fait, c'est simple et efficace. Récupération de créatures, c'est cool. C'est honnête. C'est bien. Ouais. C'est honnête. Ah Et la réduction de coût, par contre, c'est pété. Dans ces couleurs-là, ouais, c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt fort, hein. Donc... de toute façon, c'est intéressant. Là-dessus, il est plutôt cool. Après, par contre, là, c'est direction, à part le mode sacrifice. Que là, sacrifice Aristo, à la limite, pourquoi pas. Mais en fait, Rothstein, il donne aucune vraie direction, à part dire juste, moi, je vais récupérer une carte, et puis basta. Ouais. Bonne carte à mettre dans vos decks, dans les Abzan Toolbox à la con, où t'as beaucoup de créatures, les decks pod. Bon, c'est vrai que moi, je l'intégrerais dans beaucoup de decks, en fait. C'est là, parce que le monde, on a des créatures, voilà. Hop, un réducteur de coût, une récupération. Ne serait-ce que, mettons, tu vois, dans un deck elf, ça peut être pas trop mauvais, quoi. Ouais, non, c'est pas mal. Non, mais il est cool. Ouais, voilà. Rien de prétentieux et efficace. On continue avec Gem Pied Léger, exploratrice céleste, qui coûte 4, dont un blanc et un bleu. C'est un humain éclaireur légendaire, 3-3, vol vigilance. Au début de votre étape de fin, si vous n'avez pas lancé de sort depuis votre main, ce tour-ci, piochez une carte. Ouais, écoute... C'est un sous-Vega, je suis pas content. Oui, Vega était un peu mieux. Hein. Était un peu mieux, moins cher et plus efficace. Mais c'est une occurrence en plus, si jamais t'es dans ce genre de jeu qui rompiche un peu, ou qui aime bien jouer... Enfin... Qui aime bien jouer avec ou juste le complot. Ou juste que en éphémère. Hein. Tu fais pioche, land, go. Ouais, c'est ça. Pioche, land, pioche, go. Voilà. C'est un peu ça, ouais. Non, ouais, c'est cool. Non, ouais, ça peut être sympa, en fait, dans ce style de jeu-là. Après, si vous jouez en effet beaucoup avec du style, enfin pas la cascade, mais la suspension, que vous jouez du coup avec la prédiction, etc., voilà, ça sera efficace là-dessus. C'est une occurrence en plus qui fonctionne, donc allez-y, pourquoi pas. Ouais, c'est sympa. La créature suivante, c'est Jolene, la pugiliste pillarde, créature légendaire humain et mercenaire. C'est une 4-2 pour un incolore, un rouge et un vert. À chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature de force supérieure ou égale à 4, créez un jeton trésor, et pour 1 et un rouge, sacrifiez un trésor. Jolene inflige une blessure à n'importe quelle cible. C'est un peu mou. Excusez-moi, mais là, le gâteau il est retombé. Ouais, c'est un peu mou du genou, quoi. Lilu est cool. Ouais, Lilu est sympa. Bon, mais je suis presque déçu parce que la précédente était sympa et je suis là. Ouais. Ok. Ah non, là c'est juste. Ok. Tu vas faire un trésor par tour, à la limite si t'attaques avec elle, t'es là, bon, ok. Sauf que c'est juste une 4-2. T'en feras jamais un de plus. Hein. Ah ouais, non, c'est terrible, quoi. C'est juste... Ouais, puis sacrifier un trésor, bof, non. C'est juste pour mettre une blessure, c'est très léger, quoi. Ouais. Non, là, je n'adhère pas. Elle a même pas une évasion, à la con. Ah non, y a rien dessus, c'est... Là, première unco mauvaise. Là, en termes de design, là, c'est vraiment... C'est nul. C'est vraiment nul. On est d'accord. Donc bon, si jamais vous trouvez un truc à faire avec, vous nous le dites, hein, mais bon.
Kambal, le maire profiteur. Ah là, on va pas faire on va pas faire le même discours. Une créature légendaire humain et conseiller qui coûte 3, dont un blanc et un noir. 2/4. À chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille sous le contrôle de vos adversaires, pour chacun d'entre eux, créez un jeton engagé qui en est une copie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. À chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Eh ben, tu sais quoi? J'ai très envie de le jouer, mais pas en commandant. Ah, d'accord, ok. Parce qu'en fait, pour qu'il soit bon, il aurait fallu enfin, son deuxième effet est genre très fort, mais tout seul il fait rien. Et il a pas moyen de créer des jetons tout seul, sauf si tes adversaires en jouent. Mais si t'es dans le cas de figure où ils en jouent pas, bah ça te sert à rien. Alors que si t'es déjà dans une optique où ton commandant, peu importe ses couleurs, si c'est au moins les deux là ou même une autre ou quoi, c'est faire des jetons, bah du coup, Kambal devient fort. Ouais. Tu vois. Par contre, le premier effet, si t'es dans une méta de ton LGS où t'as beaucoup de gens qui jouent beaucoup de jetons, il est vraiment con. Même si c'est qu'une seule fois par tour, c'est quand même vachement bien, quoi. Ne serait-ce que si quelqu'un joue une dîme étouffante. Je suis pas forcément d'accord, parce qu'en fait, en blanc et en noir, je l'ai vérifié, il y a quand même quelques façons de faire des jetons chez les adversaires. Il y en a quelques-unes. Tu vas donner un cheval. Il y en a 5-6 à tout casser. Ouais, mais elles sont pas mal. Un cheval. Quel cheval? Oui, non. Ah oui, je file le cheval d'Acros pour... Oui, non, mais t'as ça, et puis tu vas voir quoi, t'as les offres à la con, l'offre tentante, ce genre de truc. Oui, d'accord, mais... C'est pas assez pour dire que c'est Kambal ton commandant, en fait. Non, mais en fait, moi, je n'utiliserais pas du tout la première capacité. Je me dis juste, la première capacité, c'est un bonus. Si jamais eux jouent jetons, ce qui va arriver avec les trésors et tout le bordel, et également avec ce que moi je peux faire. Donc je mets quelques créations de jetons en plus, qui sont fortes et qui sont intéressantes pour mon jeu. Parce que bon, il y en a une quand même, j'ai oublié comment elle s'appelle, c'est l'offre blanche. En gros, elle va créer des jetons chez un adversaire, et chez toi également. Et ensuite, elle va te faire gagner les points de vie en fonction du nombre de créatures que tu as, et l'adversaire également. Et tu es là, mais c'est pas forcément le même adversaire que vous choisissez pour les deux, ce qui est très intéressant. Voilà, je refais le détail de la carte. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est encore du tempo pour vous, en refaisant des jetons de votre côté, plus le double. Donc en fait, tu fais le double de jetons, plus tu gagnes des points de vie derrière. Là, c'est intéressant en fait. Et Kambal, pour moi, ça va juste être un deck, je pompe des points de vie parce que je joue des jetons en masse. Et c'est tout. Mais c'est déjà un truc que les decks jetons font. Oui, mais en blanc-noir, il n'y en a pas des masses de decks jetons en fait. Il y en a quelques-uns, mais à moins qu'ils tournent vraiment aristocrate en mode sacrifice, bah là, on est vraiment sur Kambal qui est juste à l'arrivée en jeu, quoi. Et ça fonctionne sur les jetons non-créatures, ce qui est intéressant aussi. Bon, accessoirement, vous pouvez Delnay, vous pouvez les Schnorr non plus. Voilà, parce que ça marche avec Kambal. Voilà, mais ça c'est mon avis là-dessus. Je pense que le problème c'est de faire trop fonctionner la première capacité, même si tu regardes dans les autres couleurs. Ah non, mais la première ça sert à rien. Même dans les autres couleurs c'est pas possible. En fait, il y en a trop peu qui font la première ça sert à rien, il faut se baser sur la deuxième capa pour rendre la carte intéressante, sinon c'est mort. Ah On va parler de ce qui sera normalement la dernière itération de Kellan. Après il meurt, quoi. Non, il est avec sa petite amie, ils font une carte. Kellan la fripouille. Putain, la fripouille. Bref, fripouille. Créature légendaire, humain, peuple fée et gredin, c'est une 3/3 pour un vert, un blanc et un bleu. Vol lien de vie, à chaque fois que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, vous pouvez lancer un sort de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale depuis votre main sans payer son coût de mana. Si vous ne faites pas ainsi, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Il a vite basculé quand même, hein. Lui détective au gredin, ça va vite. Ouais, hein. C'était pour faire plaisir à son papa. C'est un peu bizarre parce que t'as envie... Ouais, mais... En fait, quand tu le vois, tu te dis putain, j'ai envie de Voltron ce truc. Mais genre fort. Ouais. Et après, tu commences à vouloir regarder, tu fais ouais, mais attends, pour les lancer depuis ailleurs que la main, ça va être un peu compliqué. Ouais. Et après, du coup, tu te dis bon, bah, du coup, il faut que je fasse autre chose avec. Mais c'est très étrange en fait, parce que j'ai cette impression en fait qu'il veut jouer avec les aventures d'une certaine façon. Ouais. Que t'es là, ah bah tiens, tu lances depuis ailleurs que la main, tu peux lancer un sort de permanent avec une valeur de mana inférieure, ok. Ouais, pourquoi pas. Et en fait, c'est d'un côté, tu vas jouer avec les aventures et tu peux jouer avec du Voltron en plus dessus, quoi. C'est presque... Enfin, parce que ça peut être les aventures, ça peut être le complot, ça peut être la prédiction, ça peut être la cascade, ça peut être... Il y a beaucoup de choses, hein, là. Tout ailleurs on peut vous balancer la sauce, mais il y a la suspension, on est parti, hein. Là, il y a la sauce complète. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup de tambouille pour essayer de cheater des coups. Ouais. Et tu te dis, ouais, mais... Il y a un moment, enfin, c'est-à-dire que je dois calculer et faire en sorte que le coût des cartes que je vais lancer depuis ailleurs que la main va être supérieur ou égal... Parce que je veux vraiment les jouer. Ouais, à ce que tu veux jouer depuis la main. Et là, du coup, ça fait, ouais, mais il faut que je calcule... Alors, c'est pas infaisable, mais encore une fois, je pense que la construction de deck autour de Kellan, ça va vraiment être
du calcul mathématique. C'est genre, il faut pas dépasser tel coup de mana, il faut que la courbe de mana et les cartes vraiment que je veux cheater et celles qui vont être jouées depuis ailleurs soient dans une restriction genre de, imaginons de 2 à 3 à 4 de mana, pas plus. Et tu te dis, ok, mes sorts qui vont pouvoir être joués depuis ailleurs que la main, ils coûtent 4 au max, ils coûtent 4 ou 5 à la limite, et tout ce que je vais pouvoir cheater, c'est en dessous. Point. Parce que si vous commencez à vous dire, ah mais attends, je vais essayer de cheater des gros coups, non ça marchera pas en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis une restriction dessus. Ouais. Mais c'est très bizarre parce que c'est des maths en fait, pour réussir à équilibrer un deck autour de lui, mais il y a moyen de faire du Voltron. Ça, je suis d'accord, complètement. Parce que bon, tu regardes des bonnes auras aujourd'hui qu'on a, ou des bons équipements, t'en as pour 2 ou 3 qui sont très forts, 4 à la limite au grand max. Mais il y en a pas assez en fait qui peuvent. Enfin, il y en a que tu vas pouvoir jouer parce que tu vas jouer un truc depuis ailleurs, mais en fait, moi, ce qui m'emmerde, c'est ce que tu dois jouer depuis ailleurs pour que ce soit intéressant, tu vois. Oui, bien sûr. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, ça, il faut faire le tri. Mais après, en blanc, bleu, vert, il y a pas mal de bonnes choses. Oui, avec quelques trucs. Et vous pouvez mettre Vega dedans. Surtout, mettez Vega dedans. Mettez Vega, s'il vous plaît. Et James, parce que... voilà. C'est pareil. Mais c'est intéressant. C'est pas inintéressant. Voilà. Mais par contre, ça va demander beaucoup d'équilibrage. C'est plus intéressant que Annie Flash, par exemple. Oui. Mais ça va demander beaucoup d'équilibrage. Là-dessus, je pense, au niveau du deck pour qu'il tourne tout le temps et qu'il soit consistant. Yes. On continue avec un invité surprise. Bah ouais, qui se fout là, lui. La cacophonie assourdissante. Il a fait, tiens, j'ai vu une porte. Créature légendaire, zombie et horreur qui coûte 4, dont un bleu et un rouge, thune 2-3. Ça a le vol. Et à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, mettez un marqueur plus 1 sur Chrome et piochez une carte. Oh, c'est mignon. Ça te fait un cantrip sur le deuxième sort à chaque tour. On connaît déjà ce genre de truc, et puis si vous avez déjà des decks qui se basent là-dessus, vous pouvez le rajouter. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de capa en plus, donc pourquoi pas. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, de toute façon, la carte... il fait vraiment touriste, par contre. Ouais. Enfin, touriste avec les éclairs et tout, mais touriste quand même un peu. Ah bah oui. Ok. On passe au suivant avec Jasper Silex, le ricaneur. C'est une créature légendaire, lézard et gredin. C'est une 4-3 pour un incolore, un noir et un rouge. Les créatures que vous contrôlez, mais que vous ne possédez pas, sont des mercenaires en plus de leurs autres types. Au début de votre entretien, exilez les X cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé, X étant le nombre de hors-la-loi que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des sorts parmi ces cartes et dépenser du mana de n'importe quel type, peut-être dépensé pour lancer ces sorts. Ouais. Explication sur ce que sont les hors-la-loi. Les hors-la-loi sont donc les gredins, les pirates, les mercenaires, les assassins et les psychagogues, les warlocks. C'est pas un surtype, mais c'est comme c'est un peu comme le groupe. Voilà. C'est pareil, un peu dans le même genre. Voilà. Donc ils ont fait un groupe de types de créatures qui devient du coup les hors-la-loi. Ok, donc moi je veux dire tout de suite, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de Jasper Silex. Alors, non pas que j'ai pas compris la carte, j'ai bien compris la carte, mais j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'il tourne en tant que commandant. Juste en piquant les decks adverses. Ah oui ? En noir-rouge ? Bah ouais. C'est un gontier avec une couleur de plus. Ouais, alors t'as moyen de piquer les cartes adverses, d'accord. Au début de ton entretien, tu vas commencer... En fait, tu vas jouer... En fait, ce qui me tue, c'est que le rouge a un truc très fort pour piquer les créatures adverses. Ouais. C'est, je pique la créature, hop, et je la redonne à la fin du tour. Sauf que la capacité, elle est déclenchée au début de l'entretien. Oui, bah c'est pas grave ça. Bah si, en fait. Parce que ça aurait été très amusant, en fait, de pouvoir comme ça. Ouais. En fait, c'est que, littéralement, toutes les cartes en rouge qui piquent des créatures adversaires, pour un tour, ne servent à rien avec Jasper. Ils ont cuté une partie de l'intérêt des couleurs, en fait. Ouais. Je suis là, le rouge, il apporte rien dedans. Dans le set, il apporte les mercenaires. Oui, il apporte les mercenaires. Mais là, du coup, on est sur du tribal, ok, pourquoi pas. Mais... en fait, ce qui me tue, c'est que pour moi, t'as pas besoin... En fait, pour moi, la première capacité ne fonctionnera que très peu avec la seconde, et la seconde, t'en as pas besoin, du coup, si t'as déjà les éléments pour apporter des hors-la-loi, t'as pas besoin de la seconde pour apporter de l'intérêt au premier. C'est très bizarre. Ouais, après, moi, je vois ça comme juste, tu pars sur les bases de deck qu'on connaît, genre Gonti, et t'as un effet en plus. Où l'effet, ce sera de jouer des effets en rouge qui disent, en plus, je vais piquer ce qui est déjà là. C'est vraiment pour que tu sois vraiment dans le thème de je vais jouer avec ce que vous avez, quoi. Mais complet. Et pas uniquement... Après, c'est très bizarre, en fait. Ouais, sinon tu peux juste la jouer dans un... Tu peux la mettre dans autre chose aussi. Hein. Il ira très bien dans je sais pas, Marchesa. Oui, probablement. Oui. Pour la première. Hein. Mais pas la blanc noir rouge. Mais ouais, non, moi je suis... What ? Enfin, moi c'était mon premier réflexe, je me suis dit, mais attends, pourquoi le rouge, il apporte pas quelque chose en plus ? C'est bizarre. Parce qu'en plus, la majorité des types qui font les hors-la-loi sont plus présents dans le rouge que dans le noir, donc dans le rouge. Oh. Assassin, oui. Gredin, oui. Psychagogue, oui. Ouais, si. C'est là, ils sont
tous plus dans le noir que dans le rouge. C'est là, quoi? Le rouge n'apporte rien, c'est dingue. C'est pour le 7, c'est les mercenaires. Je comprends pas. C'est pour le 7, c'est les mercenaires. Bah ouais. On passe à la suite avec, Lazav, encore, l'étranger familier, qui est une Unco cette fois. Donc étranger familier, créature légendaire, change forme, c'est une 1/4 pour un incolore, un bleu et un noir. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur +1/+1 sur Lazav étranger familier, puis vous pouvez exiler une carte depuis un cimetière. Si une carte de créature a été exilée de cette manière, vous pouvez faire que Lazav devienne une copie de cette carte jusqu'à la fin du tour. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. C'est fort, je trouve. C'est drôle. Moi je trouve ça assez fort, parce que t'es là, le marqueur +1/+1, donc tu fais une copie meilleure. Donc ça c'est génial, et en plus, je sais pas, enfin bon, commettre un crime, on a vu que c'était quand même relativement facile. Ouais. Donc en plus tu peux faire défausser une carte à l'adversaire avant, et tu dis bah tiens. Hop, ouais c'est ça, détruire sa créature, l'exiler, en est une copie. Malheureusement ça fonctionnera pas comme ça. Ah bon? Parce que tu cibles, et du coup comme tu cibles, la capacité se déclenche. Et bah tu le fais en retardement. Voilà, t'anticipes, tu peux dire bah tiens je détruis ta créature, et au prochain tour je vais la copier en commettant un autre crime. Mais c'est assez facile en fait en bleu-noir, en plus sachant que il est noté que cibler tout ce qu'il contrôle, est-ce que vous saviez que vous contrôlez les sorts que vous avez dans la pile? Du coup les contre-sorts fonctionnent. Voilà, contrer un sort c'est faire un crime. Oui, parce que tu cibles un sort qui est contrôlé par un adversaire. Ça semble logique en fait. Voilà. Ok. Voilà, c'est... Pour ceux qui pensaient que le contre-sort n'était pas un crime, voilà. Ouais. Non bah après voilà, c'est mignon. Ouais, moi c'est sympa et mignon. Je trouve sympa, moi. En tout cas, il y a ce petit côté. Et encore une fois, c'est quand même dingue, il fonctionne avec tous les autres Lazav. Moi, je suis toujours sur le cul. Il y a 4 Lazav, les 4 ils fonctionnent ensemble. Tu te dis, non mais attendez, vous foutez de moi, quoi. Tu peux mettre n'importe lequel des 4 à la tête du deck, et voilà. Et c'est bon, les 4 ils sont là. Ouais, vas-y, nous on fait le boulot, pas de problème. J'espère qu'un jour on aurait un Lazav en commune. Ah, putain. Pour que comme ça, on ait au moins un Lazav de chaque rareté. Tu fais un Lazav non légendaire. Oh putain. Et votre deck peut contenir autant de personnes qui s'appellent... Non, il est légendaire, mais la règle de légende ne s'applique pas à Lazav. À ce Lazav-là. Et du coup, c'est une commune et ton deck peut en avoir autant que tu veux. Ah, quelle horreur. Ah, ce serait incroyable. Ah ouais. Mais là, je sais pas ce que ça ferait, mais ce serait drôle. J'avoue... c'est ça son but. C'est ça son but, c'est être comme tout le monde. Oui, il a la myriade. Au secours. Mais ouais, on va enchaîner avec Lila, Tire Charme Invaincu, une créature légendaire humain et gredin 3/3 pour 3 dont un bleu et un rouge. Elle a la prouesse, et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel multicolore depuis votre main, exilez ce sort à la place de le mettre dans votre cimetière au moment où il se résout. Si vous faites ainsi, il devient comploté. C'est-à-dire que vous pourrez le lancer gratuitement durant un prochain tour. Comme un rituel. Attends, comme un rituel. Ah, et on pourra le lancer uniquement comme un rituel. C'est mignon. Bon, c'est une restriction qui est marrante quand même, le fait d'être forcément multicolore, je trouve ça rigolo. Ouais, voilà, le chat a voulu me convaincre de la monter parce qu'il était là. Hey, c'est IZ, vas-y. Je suis là, c'est Spellsinger. D'accord, calmez-vous. Mais non, c'est pas celui-là qu'on a monté. Mais en fait, moi je le trouve plutôt marrant parce que en bleu-rouge, il y a beaucoup de bons sorts multicolores qui font exactement ce que bleu-rouge a envie de faire. Voilà. Au passage, on m'a rappelé que Servant du Peintre existe, mais parce que ça rajoute une couleur. C'est pas que ça devient de la couleur choisie ? Je croyais aussi, mais non, ça rajoute une couleur en plus. Bah alors du coup, ah ouais, ok. Ça rajoute la couleur en plus des autres couleurs de la carte. Mais du coup, ça fait que si vous voulez monter avec Servant du Peintre, ça veut dire que vous devez choisir soit de jouer avec une majorité de sorts bleus en plus des sorts multicolores, et du coup choisir rouge, ou l'inverse, jouer avec une majorité de sorts rouges et choisir bleu. Donc bon... ça peut être... C'est gimmick, mais c'est marrant, voilà. Mais après, je trouve qu'en multicolore, il y a déjà beaucoup de bons sorts bleu-rouge qui sont très sympas. De trop pousser, quoi. Voilà. Ok. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Ouais, ça fait un petit build un peu cool où tu vas pouvoir ressortir des vieilles cartes un peu obscures. Et après, tu peux aussi juste te dire que tu vas le mettre dans un autre deck, mais pour rajouter une troisième couleur. Mais... Niv-Mizzet Reborn. Pardon, excusez-moi. Quel enfer. Sorti tout seul. On passe au suivant, c'est Malcolm qui est de retour, et cette fois c'est Malcolm les bons yeux. Créature légendaire sirène et pirate, c'est une de 2 pour un bleu et un rouge. Vol, c'est l'héritage, chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, enquêtez. Je suis pas d'accord, il y a des lunettes. Je vois pas comment il peut avoir des bons yeux. C'est pour voir encore mieux. Ouais. Très sympa, moi j'aime bien le petit enquêté. On reste sur les mécaniques qu'on a vu dans l'extension précédente. Ouais. Après on est en bleu-rouge, que c'est très bizarre. T'es là, ok, d'accord. Moi j'aurais trouvé ça plutôt sympa de dire à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, vous créez un trésor, par exemple. C'est un pirate, quoi. Ouais. C'est pas un détective. Mais là il a les bons yeux. Il trouve les indices. Il trouve les indices, waouh.
Simple, mais ça marche bien, je trouve. Ouais, non. À la tête de son propre deck, non. À la tête de son propre deck, bah, à moins que tu pars sur un délire sacrifice d'artefacts, dans le genre là, ce qui faisait. Production Mechanized. Oui, voilà. Je vais juste gagner avec ça, avoir 810. Ouais. Non, ouais. Après, c'est mignon. Par contre, ça s'intègre bien les decks pirates, je trouve. Ouais. Voilà, t'es là, une bonne 2-2 pour carrément. 2, ça fait plaisir. Carrément. Non, mais il y a du bon matos là avec Malcolm, mais à la tête de son deck, ça va vraiment être, je pense, tranquille, quoi. C'est pas prétentieux comme commandant. Ouais. Ah, bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Marchesa, la pourvoyeuse de mort, une créature légendaire humain et gredin qui coûte un bleu, un noir et un rouge, c'est une 3-4. Et à chaque fois que vous commettez un crime, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'entre elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Ah, c'est fort, hein. Ce qui est bien, c'est que ça coûte pas cher. Elle coûte pas cher, la capa coûte pas cher, ça te fait de la value, tu peux remplir ton cimetière, on a vu récemment que maintenant c'est fort de mettre des trucs dans le cimetière, donc... Ouais, puis bon, c'est pas comme si elle jouait dans des bonnes couleurs pour animateur, quoi. Exactement. Donc ouais, assez puissante la Marchesa. Et plus reine, du coup? J'avais oublié ça. Je crois que surtout que Fiora, ça existe plus grand-chose, quoi, à cause de l'invasion, mais... C'est vrai qu'on l'avait vu dans l'invasion. Elle était en mono noir dans la bataille, hein. Ouais, c'est ça. Donc elle est peut-être plus reine. Ou au pire, elle a le droit de se faire des vacances en fait. Et du coup, elle est là un peu incognito avec, regarde, son chapeau de cow-boy là. Bon, elle a quand même un gros schlass, mais tant pis. Mais enfin, non. Non, mais la capacité est sympa en fait, je trouve. Ça a l'air d'être facilement activable quand même. Ouais, assez facilement. Tu joues Grixis Control. Grixis Control, t'es là, bah vas-y, tiens, je mets des blasts, des gestions, des contresorts. Tu vas chercher ta Wincon à un moment, tu mets toutes celles que tu veux. Puis ouais, c'est vrai que filtrer à chaque fois 2 cartes, une dans la main, une au cimetière, ça me fait penser un peu à ce que je fais avec mon Imris aussi, mais moi j'ai une limitation, c'est une fois par tour. Bah là non. Ouais, là c'est tant que j'ai du mana, vas-y, let's go, parti, quoi. Enfin, c'est... Ah, c'est fort. Ça peut être assez intéressant. Puis avec le rouge, tu peux créer des trésors. Ouais, aussi. Cool. On continue? Ouais. Avec Myriam, celle qui murmure au troupeau. Créature légendaire humain et druide, c'est une 3-2 pour un vert et un blanc. Tant que c'est votre tour, les montures et les véhicules que vous contrôlez ont la défense talismanique. Et à chaque fois qu'une monture ou un véhicule que vous contrôlez attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Damn boy. Alors, monture, je pense qu'on va laisser de côté, on en reparlera probablement après qu'on aura fait l'analyse. Il y en a quelques-unes. Qui sont sympas, mais voilà, c'est pas non plus... Puis bon, les légendaires qu'on a vus, il y en a quelques-uns qui vont bien, mais voilà. Par contre, véhicule. Putain, véhicule, marqueur +1/+1, je suis là. Deftal. Ouais, Deftal en plus pendant ton tour. C'est pas mal, j'aime bien. En plus, elle coûte pas cher, elle a 3 de force, ce qui fait qu'elle peut piloter pas mal de véhicules dès qu'elle arrive en jeu. T'es là, ouais, d'accord. Un peu dommage qu'avec Kamigawa, les véhicules étaient plus orientés bleus. Ouais. Mais, sinon, elle est cool. Ouais, je pense qu'elle fonctionnera pas mal en fait dans les decks. Il y a de l'intérêt, il y a des choses à faire. Et encore une fois, c'est simple, on comprend tout de suite où ça veut aller, et puis voilà quoi. Ouais. Puis bon, on joue avec les marqueurs +1/+1, en plus on peut s'amuser parce que comme on est en blanc-vert, tu peux dire, marqueur +1/+1, je vais doubler le nombre de marqueurs, etc. S'il devait y en avoir un, mettez-en un de plus. Voilà, ça fonctionne bien, donner des capacités en plus, le vol, le piétinement, let's go quoi. Ça fonctionne pas mal du tout, hein. Honnêtement là je suis... agréablement je suis un peu bluffé. Hein. Ah, on va parler du gros poisson, qui n'était pas mythique. En plus, c'est Obeka, la fractionneuse de seconde, une créature légendaire ogre et psychagogue qui coûte 4, dont un bleu, un noir et un rouge, une 2/5 menace. Et à chaque fois qu'Obeka, fractionneuse de seconde, inflige des blessures de combat à un joueur, vous gagnez autant d'étapes d'entretien supplémentaires après cette phase. Et on parle bien en fonction du nombre de blessures infligées. Ça va faire des choses. Ouais. Ça va faire des choses. Ça va... Je sais pas combien est-ce que tu vas pouvoir mettre en moyenne de coups, par contre, tu vas pouvoir dégager d'étapes supplémentaires avec Obeka. Le rouge, en fait, le bleu, déjà, va apporter énormément de moyens de passer. Tu mets ta meilleure forme aquatique. Oui, voilà, c'est tout. Imbloquable, un. Hop, let's go. Voilà, donc là, ça fait au moins 2. En rouge, on sait qu'il y a des moyens de soit donner double init, soit donner des vieux boosts de force de +3 pour 1. Donc en fait, je pense que tu vas vouloir le jouer, il y aura forcément en fait une manière, déjà un petit côté Voltron qui va être obligatoire. Après maintenant, qu'est-ce que tu fais avec toutes tes étapes d'entretien supplémentaires? Production mécanisée. Ouais. C'est là. Ah bah attends. Ça sert à rien. Tu sais quoi? Je vais faire une condition de victoire. Let's go. Ouais, en fait c'est ça va être la course à la Wincon nulle. Donc en fait genre la carte elle est intéressante, mais il faudrait vraiment voir, faudrait faire une recherche. T'as toutes les cours aussi. Oui.
T'as les cours qui sont intéressantes. En plus, dans les 3 couleurs, la plupart d'entre elles sont vraiment très bonnes. Ouais. Donc, c'est... Tu peux jouer avec les cours, tu peux jouer avec les cartes en suspension aussi. Ouais. Pour petite info, j'ai construit en live un deck avec le 9ème Docteur et Clara Oswald en bleu, noir, rouge qui jouait justement sur le fait d'avoir des entretiens supplémentaires. Bah voilà. Et il y avait des choses quoi. Pour gagner, il y avait vraiment des trucs très stupides. Et OBK en fait part dans la même logique, sauf qu'elle peut aller un petit peu plus loin avec le côté boost et le côté je vais pas en donner juste un en plus, je peux en donner 3, 4, 5. Let's go quoi. Donc, ouais, je pense que c'est ça, c'est step 1, tu la boostes et tu passes. Step 2, t'as plein d'entretiens, il faut trouver quoi en faire quoi. Ouais. Et voilà, production mécanisée, une condition de victoire. Ouais, c'est pas très élégant, mais oui, ça marche quoi. C'est pas très élégant, mais ça peut être très efficace avec elle. Donc là-dessus, puis bon, il y a des jetons à créer et des artefacts à créer. Ouais. Non, mais voilà, ouais, pourquoi pas. Vous êtes les seuls responsables de votre... Voilà. J'aurais juste un conseil, faites attention à ne pas partir dans tous les sens si vous voulez construire autour, parce que le problème c'est qu'en effet, si on regarde tout ce qui se déclenche à l'entretien, il y en a beaucoup. Je veux dire, comme on a dit, il y a une myriade de choses qui peuvent fonctionner, mais si vous commencez à faire... ah bah vas-y, attends, je vais mettre tout du good stuff et tout, votre deck il va ressembler à rien, surtout si OBK n'est pas là en fait. Il faut réussir à trouver un fil conducteur et à garder une certaine ligne de conduite en fait pour votre deck. Je dis pas qu'il n'y en a qu'une seule, à mon avis il y en a plusieurs, on peut l'habiller de plusieurs façons, mais il faut faire attention parce que sinon ça peut vraiment partir dans tous les sens en même temps et le deck il va ressembler à rien en fait. Donc, voilà. Profitez également du fait que l'étape d'entretien, alors c'est uniquement l'entretien qu'on déclenche en plus, se passe après la phase de combat, ce qui peut être intéressant dans certains cas, du style... Enfin, je sais pas, des ressources que vous pouvez gagner en plus, etc. Ça peut être assez cool, mais bon. Du style Jasper Silex ? Oui, Jasper Silex, c'est très bien, les gars. Ok, d'accord. Bah voilà. En fait, Jasper Silex était fait pour être joué avec OBK. Voilà. Mais dites-nous, vous aussi, avec quoi ? Comment est-ce que vous gagnerez avec OBK ? Voilà, c'est intéressant, je trouve. On passe à encore une créature qu'on connaît bien, puisque c'est Rakdos, et cette fois c'est Rakdos, montagne de muscles. Créature légendaire, démon et mercenaire, c'est une 6-5 vol piétinement pour 2 incolores, 2 noirs et 1 rouge. À chaque fois que vous sacrifiez une autre créature, exilez un nombre de cartes égal à sa valeur de mana depuis le dessus de la bibliothèque d'un joueur ciblé. Jusqu'à votre prochaine étape de fin, vous pouvez jouer ces cartes et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ces sorts. Sacrifiez une autre créature, Rakdos, la montagne de muscles, laquelle est indestructible jusqu'à la fin du tour, engagez-le, n'activez qu'une seule fois par tour. Une restriction intéressante sur la fin. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est aussi que du coup le sacrifice aide à déclencher la première capacité. Ouais. Et donc ça, c'est un commandeur qui est complet, puisque du coup il fait tout seul. Mais il y a une précision. Tu exiles un nombre de cartes égal à sa valeur de mana et non pas à sa force. Oh, donc on peut pas jouer les 7-6 pour 3 ? On peut pas jouer Wolfbot ? T'es dommage, hein. T'es triste, hein. Je suis dégoûté. Non mais surtout, en fait, ça fait que notamment, le sacrifice de jetons ne sert à rien. Ouais. Donc c'est étonnant parce qu'on est sur un Rakdos sacrifice qui ne joue pas avec les jetons. C'est pas mal. Donc ça veut dire qu'on va s'intéresser à d'autres éléments, quoi. En vrai... Il y a d'autres choses, bien sûr. Mais sinon, Rakdos sacrifice, quand tu goûtes à autre chose que Jury, tu fais ouais, mais en fait, non. Enfin... Ouais. Jury était tellement pété dans ce style, de par sa valeur de mana et l'effet qu'il a, que... Donc ouais. Mais là-dessus, c'est ça par contre c'est intéressant parce que... ça pique aussi les créatures aux adversaires. C'est ça. Enfin, les cartes aux adversaires. Tu vas pouvoir voler des créatures que tu vas pouvoir resacrifier plus tard. Donc quelque part c'est assez cool. Tu vas avoir tu peux jouer avec les effets d'Aristo qu'on connaît bien et qui vont aller bien. Tu peux mettre les doubleurs de mort aussi en noir. Qui vont bien avec Rakdos. Et roule quoi, ça a l'air assez cool. Et il y a un autre truc que... les doubleurs de mort. Parce que c'est le sacrifice qui compte et non pas la mort. Par contre, tu peux faire les trucs en rouge qui vont faire des jetons qui sont des copies de créatures, puisqu'elles ont une valeur de mana. Oui, bien sûr. Donc là, ça peut être intéressant. Là, ça peut être intéressant. Ce qu'on disait tout à l'heure, en effet, les jetons copies sont très intéressants. Donc ouais. Alors, à condition que les jetons soient sacrifiés et non pas exilés. Mais ouais, du coup, il y a 2-3 capacités qui peuvent fonctionner avec. Ouais, ça peut être sympa. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, en faisant exiler un nombre de cartes égal à la valeur de mana, si jamais t'as des cartes suffisamment hautes en coup de mana, rentables, tu peux juste t'amuser à dire, en fait, mon objectif, ça va être de meuler, entre guillemets, les créatures adverses. Après, il faut faire attention aussi... finalement. Ouais, tu joues au réanimateur d'une certaine façon, donc ouais, c'est intéressant, moi j'aime bien, c'est mignon. C'est mignon, mais c'est quand même une 6-5 vol piète. Bien sûr. Mais moi je suis pas forcément, c'est pas le genre de commandant, je me dis il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup de lignes, de texte, t'as beaucoup de choses qui sont regroupées sur la même carte, et
moi je suis pas forcément attiré par ça, mais bon, je comprends que ce soit intéressant. Alors que le suivant, Riku des mains chemins, une créature légendaire, humain et sorcier 3-3 pour 3, donc un vert, un bleu et un rouge. À chaque fois que vous lancez un sort modal, choisissez jusqu'à X, X étant le nombre de fois où vous avez choisi un mode pour ce sort. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous exilez jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez la jouer. Mettez un marqueur +1/+1 sur Riku des mains chemins, il acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour, ou créez un jeton de créature 1/1 bleu oiseau avec le vol. Ouais, c'est IZ avec un peu de vert, quoi. Ouais, c'est IZ. Ils sont allés rechercher Riku, quand même. Oui. Et franchement, c'est pas mal. Oui, bah ouais, ça a l'air, ouais. Ça a l'air. J'ai fait une petite deck tech en live hier dessus. Je vais vous en parler vite fait. Alors déjà, précision sur le fonctionnement de Riku. Tous les permanents qui ont des capacités avec des déclenchements modaux ne fonctionnent pas. Okay. Parce que ce sont des sorts. Oui, c'est comme ce ne sont pas des sorts modaux, ce sont des sorts qui ont des capacités en fait modales. Donc du coup, ça ne fonctionne pas avec. Ce qui fait que vous allez beaucoup jouer éphémère rituel. Donc là, on est vraiment sur du spellslinger à fond les ballons. Et j'aurais juste deux choses à vous dire. Déjà, vous allez vous retrouver à jouer Voltron bien plus souvent que vous ne le pensez. Parce que, oui, c'est le marqueur que tu mets. Il y a énormément de vieux sorts modaux, notamment tous les petits charmes qui coûtaient 1 ou 2 mana grand max, qui choisissaient un seul mode, et t'es là, bah ouais, mais en fait, tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois sur le même tour, c'est super sympa. Autre chose, Riku est un sorcier, ce qui fait que Veran et Harmonic Prodigy sont jouables avec lui. Et Tronérant. Et en fait, comme tout le Spellslinger se base autour des sorciers, le Tronérant, il est très fort dans ce deck-là. Donc, vous n'allez pas jouer forcément beaucoup de créatures, mais je peux vous assurer qu'elles vont défoncer les culs. Donc voilà. Et au pire, il y a beaucoup de sorts modaux qui font en plus des jetons. Ouais. Ce qui fait que du coup, vous avez deux façons de jouer le deck. Et franchement, pour avoir regardé un petit peu les sorties, j'étais absolument pas convaincu de ce que j'ai fait hier soir. J'étais en mode... Ouais, vas-y, bon, on a mis plein de sorts modaux. Il y a 50 sorts modaux dans le deck. Quelle horreur. Et en fait, en faisant les tests après, en faisant les tests de main, je dis, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, le deck est tellement flexible dans tous les sens que, bah, en fait, tu peux gérer à peu près toutes les situations en te disant, bah, si j'ai besoin d'être agressif, je peux l'être. Si j'ai besoin d'être plus défensif, je peux l'être. Si j'ai besoin d'avoir du Gotol et de faire grossir Riku, je peux. Parce qu'il y a des boosts sur certains sorts modaux qui sont très intéressants pour Riku. Et si j'ai besoin d'un seul coup d'avoir plein de jetons, bah, en fait, je peux avoir plein de jetons. Ce qui est génial. Et les sorts qui ont spray là, ça marche aussi. C'est des sorts modaux. C'est des sorts modaux. Et plus tu vas rajouter de trucs, plus tu vas enclencher les modalités. Ouais. Sauf que malheureusement, t'es limité à 3. Ouais. Parce qu'en fait, étant donné que Riku, lui, il a à chaque fois, effets, il y a que 3 effets, tu peux pas choisir plusieurs fois le même. Sinon, ce serait vraiment très très con. Ah, mais tu peux copier un sort. Si tu copies un sort modal, est-ce que tu. Ça marche pas parce que tu ne lances pas. Sauf si t'as un sceptre. Sauf si t'as un sceptre isochronique, en effet, qui marche plutôt bien avec. Ouais. Ok. Et voilà. Et franchement, c'est pété. Ouais, tu joues IZ quoi. Ouais. Tu joues IZ avec du vert en plus pour être plus beau. Ouais, tu joues IZ. Ok. On passe au suivant avec Roxane. Comme la chanson savante de la chute stellaire, créature, chat et druide, c'est une 4-3 pour 3 incolores, un vert et un rouge. À chaque fois que Roxane, savante de la chute stellaire, arrive sur le champ de bataille ou attaque, crée un jeton d'artefact incolore engagé appelé météorite. Avec, quand elle arrive sur le champ de bataille, un fiche de blessure sur n'importe quelle cible, et engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. À chaque fois que vous engagez un jeton d'artefact pour du mana, ajoutez un mana de n'importe quel type que ce jeton d'artefact a produit. Elle est d'Infinity, on est d'accord. Hein. Mais non, elle chasse des météorites. Alors, c'est un chat qui chevauche un poulet qui trouve des météorites. Elle est d'Infinity. Il y a une vibe, ouais. Il y a une vibe quand même, là. Je pense qu'elle est de Capenna, par contre. Parce qu'elle a la gueule des chats de Capenna. Non, en effet, c'est pas impossible. J'aime beaucoup la référence à la météorite de Minaria Uni. J'étais là, attends, la météorite, elle existe. Ouais, elle était déjà elle existait encore avant, ouais, je crois que c'était de M15. M15 ou Origins, un des deux. Origins, probablement. Mais elle fait des météores, quoi. Elle fait des météores. Ouais, c'est fun. The fuck. Ah ouais, c'est rigolo. C'est assez marrant, parce que, ouais, en fait, finalement, elle fait un choc à chaque fois qu'elle attaque. Ouais. T'es là, ok, d'accord, bah pourquoi pas. J'aime bien aussi, voilà, le jeton d'artefact pour du mana. Ça elle double les manas créés par tes trésors. Il y a le fameux anneau là que les gens aiment bien avoir en réplique, aussi, qui fonctionne vachement bien avec. Bah, du coup, les météorites, les manalites de glace de Zvela. Zvela, en effet, qui est dans la même couleur en plus. Ouais, bah ouais, donc ouais, ça va te faire un deck. Ça peut te faire un deck assez fun.
Après, elle coûte cher quand même. Elle coûte 5. 5 mana, c'est un poil cher, mais en même temps, dès qu'elle arrive en jeu, elle te refait déjà une météorite. Bon. Qui te donnera 2 mana au tour d'après, quoi. Donc pourquoi pas, tu peux l'inclure du coup dans ce là, tu peux l'inclure dans Wulfgar, là, qui dit que quand t'as une carte qui attaque seule, tu doubles le trigger. Enfin, il y a des choses à faire. Tu peux mettre des doubleurs de jetons aussi. Du coup, au lieu de mettre 2, tu mets 4. T'es là. Bon. Et si t'as un Paramonicus, tu mets 8. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Et si tu mets un Tronéant, oh là, du calme. Mais ouais, non, ça peut être un peu... Ça peut être marrant. Ouais, c'est marrant. Elle est sympa. Puis elle a une bonne gueule. Ouais, après, ça va être du big spell. Ouais, oui, par contre, après, voilà, le but, c'est de faire un maximum de mana et juste défoncer le board. Regarde, tu sais ce qu'il y a dans l'espace aussi, des Eldrazi, puis tu commences à... Voilà, tu craches tes trucs. Bon, bref. Putain, Grul Eldrazi, au secours. Bah si, bah écoute. C'est pas faisable. Mais ouais, c'est marrant. Ah, une autre tête connue. Satoru l'infiltrateur, une créature légendaire humain et ninja et gredin, 2-3 pour 2, dont un bleu et un noir. Ouais. Il est la menace, et à chaque fois à chaque fois que Satoru et ou au moins une autre créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si aucune d'entre elles n'a été lancée ou qu'aucun mana n'a été dépensé pour les lancer, piochez une carte. Ouais. Alors, je tiens juste à montrer, il faudrait que on puisse le... Regarde, ça c'est la version showcase, il est trop cool parce qu'il fait comme ça. Il est beaucoup trop cool. Voilà, c'est tout. La carte est... Mais vas-y, tu vois. La carte est... Sinon, la carte est... En fait, elle fonctionne bien avec le ninjutsu. Ou le réanimator. Ou les créatures qui coûtent 0. Ouais. Ou tout le cheating de cours. Ouais, voilà, mais... Je trouve ça presque un peu dommage, du coup, enfin... Il coûte pas cher. Ouais. C'est ça l'avantage en fait, il coûte vraiment pas cher et tu peux juste te dire que c'est un moyen de cantrip énormément sur... Exactement. Mais dans le deck ninja, honnêtement, pour moi tu le rentres. C'est vraiment... Ah oui. Voilà, tu t'amuses. Bien sûr. Tu t'amuses comme un fou. Bien sûr. Ouais. Non, moi je le trouve sympathique, mais c'est sûr que voilà... À la tête de son propre deck, ça semble un peu compliqué. Ça va être un petit peu léger, un petit peu complexe. Ou alors c'est vraiment, tu te dis, vas-y, c'est juste un petit deck thématique, et puis c'est ça. Quoi. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est pas une seule fois par tour. Non. Et dans 7, ça a l'air d'être rare. Hein. Ouais, ça doit être assez rare, en effet. On passe à la suivante, qui n'est autre que Selvala, la pionnière impatiente créature légendaire elfe et éclaireur. C'est une 4-5 pour 2 incolores, un vert et un blanc. Elle a la vigilance, et à chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 1-1 rouge mercenaire avec engager une créature ciblée que vous contrôlez, gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et on peut engager Selvala pour choisissez une couleur, ajouter un mana de cette couleur pour chaque force différente parmi les créatures que vous contrôlez. Ça donne envie de ressortir le deck blanc-vert de Chasse de Minuit. Ouais. Voilà. Ça me fait marrer parce que c'est quand même le deuxième commandant de personnages venus de Fiora qu'on retrouve du coup dans ce set. Je pense que Fiora vraiment... Là, Fiora, maintenant, voilà, il commence à s'intégrer un peu plus dans le standard. Ok. Bon, alors, on retrouve le mercenaire. Pourquoi pas? Tu es un mercenaire quand tu lances une créature, hein, c'est quand même pas mal. Ouais, on retrouve le fameux mercenaire, mais il est cool parce qu'en fait, du coup, il joue avec la seconde capacité également. Et alors, Selvala étant déjà une 4-5, que le mercenaire c'est déjà une 1-1, ça veut dire qu'en fait, tu peux déjà faire 2 mana au moment où elle arrive en jeu. Enfin, pardon, excusez-moi. Au moment où tu auras lancé au moins une première créature, sachant que si ta créature elle a 2 de force, etc. En fait, moi je le trouve très cool. Non, elle est bien. En fait, c'était qui? Non, c'était pas Line 2, c'était. De quoi? La commandante du deck blanc-vert. Lénore. Lénore, ouais. Voilà. Mais je la trouve presque meilleure que Lénore. Mais c'est un bon complément, et du coup, j'ai presque envie de monter le deck. Ah bah allez. Juste pour le fun, en mode, vas-y, je vais faire du mana et tout, et essayer de cumuler ses forces différentes. Ouais, puis après... ça c'est fun, hein. Sinon, tu joues juste Selvala. C'est les signages jetons, quoi. Oui, voilà, ça peut être marrant aussi avec des créatures qui te disent, quand elle arrive en jeu, tu fais des autres jetons, et puis voilà, à un moment, tes mercenaires, tu peux les engager pour faire booster, donc tu te débrouilles pour bibouiter que, tu vois, tu puisses faire beaucoup de mana avec Selvala. Elle sera jamais aussi stupide et pétée que la mono verte, mais c'est ok. La blanc verte. La blanc verte est un... Oui, non mais oui. Ah oui, les questions de règles, voilà, c'est ça. Mais bon. On va parler de Tai Wakin, fine gâchette, une créature légendaire humain et mercenaire pour un rouge et un blanc, qui est 2-3, et à chaque fois qu'une source que vous contrôlez inflige à une créature un nombre de blessures non combat exactement égal à l'endurance de cette créature, piochez une carte. Et pour X, et en l'engageant, si une source que vous contrôliez devait infliger des blessures de non-combat à un permanent ou à un joueur ce tour-ci, elle inflige autant de blessures plus X à la place. J'adore cette idée de comment
comment réadapter, tu vois, pour que ça colle pile. Je trouve ça trop drôle. Parce que on est d'accord que la source ne doit pas forcément cibler le permanent ou le joueur. Si admettons, t'as un sort qui dit coller X à tout ce que vous contrôlez pas. Oui, en effet. Tu peux le réadapter pour faire plus de dégâts. Et donc... Oh, oui. Et donc, du coup, si tu ajoutes à ça Immodane... Oh la vache. Oh oui, d'accord, ok, je vois le truc que t'es en train de me dire. En fait, à la limite, piocher les cartes, on s'en cogne. Ce qu'il y a, c'est que du coup, tu vas mettre une électron-prix, et tu vas payer 5 en plus en l'engageant elle, donc du coup, tu vas mettre 6 à tout. Ouais. Ok. Ouais, non, je vois le truc. C'est vrai que moi, quand je l'ai vu, du coup, dans la liste des commandants, j'étais là... Ouais, bah attends, ça va être... il faut que je paye le X exactement pour pouvoir piocher et tout, ça va être très mono-cible. Je suis là, ouais, non, mais en fait, t'as raison. L'objectif, ça va être juste de... Tiens, j'ai un commandant qui me permet de booster littéralement tous mes blasts de masse. Ouais. Et en investissant du mana supplémentaire. Alors, ce qui est intéressant quand tu joues pas les sorts à X, enfin du moins, c'est ça, des sorts à X, quoi. Voilà. Mais du coup, tous les trucs comme fin des festivités ou ce genre de trucs qui sont, en effet, qui sont asymétriques parce que c'est que pour tes adversaires, que tu joues déjà quand tu joues le deck avec le dieu rouge, bah du coup, en ajoutant le blanc et en ajoutant elle qui ne coûte que 2, tu joues Immodane, Torbran à côté, Solfim et t'es parti, quoi. Puis après, t'as juste à réadapter tes dégâts. Ouais, d'accord. Non, mais je vois le truc. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Oh, l'idée. Ah, l'idée, la con. Oh, la pioche, c'est juste... la pioche, c'est genre... Ah ouais, au fait... Un petit bonus, quoi. Parce que c'est exactement... Oui, mais c'est pas au moins une. Ah donc, non, oui, donc si tu fais ton électron prix, que le mec, il a des 2-2, il a un board de 2-2. Ouais. Tu joues électron prix, ça va te coûter 1, et puis tu dis, oh, puis allez, hop, 1 pour 1, j'engage Taiwakin, je mets plus 1. Bon, en fait, du coup, tu vas piocher une carte pour chaque créature morte. Bien sûr. Ah ouais. Ça peut être très fort. Après, comme tu dis, tu peux l'utiliser comme kill, du coup. En disant, tiens, je vais booster à fond un sort qui coûtait à la base que 1 ou 2 et qui mettait juste des blessures une blessure à tout le monde. Remplacer Moussak, Immodane et elle. Ouais, placer Moussak et Immodane, ça marche déjà. Ok, d'accord. Donc, je revois mon jugement sur elle. C'est vrai que moi, je me basais beaucoup sur la première capacité, mais qui va peut-être être plus utile en début de game, en mode, par contre, c'est pour faire un peu plus de plus-value. Ouais. Mais en fait, en fin de game, quand tu auras mis en place tous tes éléments, tes moteurs en mode blast, qui, bizarrement, c'est la mode en ce moment. Ça fait 1 an et demi qu'on est dessus, mais ils n'arrêtent pas. C'est impressionnant, mais on a vraiment la max, en fait, de boost sur le non-combat, en fait, qui est super fort. Puis le blanc t'apporte quand même certains trucs qui peuvent être sympas, ne serait-ce que protection contre le rouge. Pour proton, ça te proton, ça a la pro L des Vras, hein. Ouais, tu fais, ah tiens, protection contre le rouge, je fais un acte blasphématoire. Ouais, on est parti. Voilà. Donc ouais, cool. Vraiment, ok, d'accord. Okay. Sympa. Je revois mon jugement. Sympa, et en plus, elle coûte que 2. Donc moi, je D'accord. Allez, on arrive dans le carré final. Et on va parler de Casse-Fiole, la grenadière joviale, créature légendaire gobelin et mercenaire. C'est une 3-2 pour un noir et un rouge. À chaque fois qu'un autre hors-la-loi arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, Casse-Fiole inflige une blessure à un adversaire ciblé. C'est simple. Du coup, on passe à la suivante. Oh, arrête, t'exagères. Non, mais y a rien à dire. Non, y a rien à dire. C'est juste que si vous jouez déjà pirate, gredin, essayez, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, oui. Mais c'est que un adversaire, ça chie. C'est pas bon, quoi. C'est bon, ça, c'est une uncode limitée. Ah ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Passons à la suite. On continue avec Vraska, celle qui crée le silence, une créature légendaire gorgonoïde et assassin, 3-3, qui coûte 3 dont un noir et un vert. Elle a le contact mortel, et à chaque fois qu'une créature non jouant qu'un adversaire meurt, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, renvoyez cette carte engagée sur le champ de bataille sous votre contrôle. C'est un artefact trésor avec, voilà, vous l'engagez, vous sacrifiez, pour faire un mana. Et il perd tous ses autres types de cartes, mais pas ses autres capacités. Oh là, le casse-tête pour faire tourner le truc correctement. Ouais, je pense pas. En fait, tu vas te retrouver genre par hasard avec des trésors et des machins, mais dans les faits, tu vas faire bon, d'accord. En fait, je pense que souvent, tu vas faire... Il y a un bon ETB ? Bon, d'accord, je vais sacrifier un des trésors que j'ai fait précédemment, qui avait un bon ETB, hop, récupérer la carte, je fais l'ETB qui est intéressant, et je pourrais le sacrifier plus tard pour... voilà. En fait, ça ressemble un petit peu à ce que je fais avec mon Glissa, en mode, je tue des créatures à droite à gauche, en fait. C'est juste, je tue, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Bon, c'est mignon, quoi. Mais moi, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais. Et la finalité, c'est... Oh, la finalité, c'est plein de mana, elle fait un gros tourment de gueule de feu. Ouais, c'est du good stuff. Après, pour moi, le mana, c'est peut-être accessoire. Parce que moi, je vois plus le côté où les trésors remboursent le coût que t'as payé, en fait, pour les faire. Donc, ce qui est assez intéressant. D'ailleurs, si tu peux faire arriver dégagé, ça serait pas mal. Oui, pourquoi pas. Voilà, donc, ça peut être assez drôle. Non,
Ou si t'as la muselée, et puis du coup, muselée des graines, ça se dégage. Et on termine avec Willy Duke, le héros Hattin, créature légendaire humain et ranger. C'est une 4-2 pour un incolore, un vert et un blanc. Il a la vigilance. Et à chaque fois qu'il devient engagé, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Pardon. C'est aussi simple que ça. Piocher une carte. Alors, est-ce que vous connaissez tout ce qui fait que... on s'en branle, tout ce qui fait que tu dis que tu peux engager ta créature. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a surtout en vert. Ah ouais, là, on en a beaucoup. On a le rituel de Cryptolite, on a eu le cœur elfe aussi récemment, dans le même genre. Le manteau de paradis. Le manteau de paradis, il y a plein d'équipements qui font ça. Les auras qui peuvent le faire. Tu peux t'amuser avec le bâton de mort d'épine si tu veux. Ah ouais. Ouais. Ça, vas-y, let's go. Donc, manteau d'ombre, là. Truc qui dit que tu peux deux incolores, tu le dégages. Ah oui, le Umbral Mantle, en effet. Je suis presque sûr qu'il y a une tu peux lui donner de la force en plus avec ça, donc ouais. C'est très fort. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il lui a donné la vigilance. Donc c'est vraiment... c'est fait exprès. Tu es là. Ouais. Bande de trolls. C'est les putains de trolls qui sont là. Regarde, t'as vu, il y a marqué piocher une carte et c'est en blanc, mais t'as pas le droit. Voilà, maintenant il va falloir l'engager. T'es là, ah ouais, comment en montant, par exemple. En montant, comment voilà. Ou en pilotant. Voilà. En pilotant. Mais c'est très intéressant là-dessus. Sympa, ouais. Moi, je trouve vraiment bon dans ce qu'il propose, et si en effet on peut le dégager régulièrement, ça tombe bien, en vert et en blanc, il paraît qu'on a des trucs pour le faire. Donc ouais, on peut s'amuser comme ça à dégager, engager, dégager, engager. Ouais. Et puis voilà quoi. Après, avec d'autres couleurs, c'est plus facile. Voilà, je veux mon intro de Ralam. Par exemple. Mais voilà, c'est très intéressant là-dessus. Bon, voilà. Bilan de ces commandants. Ouais, c'est tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de good stuff quand même. Moi, je suis assez content. Ah, mais il y en a plein où on se dit d'accord et après. Il y en a quelques-uns quand même. C'est ça. Il y en a vraiment où tu te dis, ouais, c'est pour le limiter ou alors c'est pas terrible. Ouais. Il y en a vraiment où je me demande où est-ce qu'il voulait aller. Ouais. C'est là, mais non, c'est pas possible quoi. Enfin, mais il y a quand même la majorité. De ce qu'on en a dit, c'était. C'est sympa. Bon, en fait. C'est sympa, c'est cool, c'est intéressant à mettre dans d'autres decks, c'est intéressant à monter à la tête de son propre deck. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que même les monocolores, on a trouvé des trucs intéressants à voir à la tête du deck, en fait. Et pas uniquement en se disant, ouais, mais comme c'est monocolore, c'est mieux de le mettre dans un autre deck. Ouais. Même s'ils peuvent être intégrés ailleurs, c'est cool, quoi. Mais ouais, non... On a vu des Zunko assez quali, quand même. Hein. Oui, ça c'est bien aussi. Et des mythiques de nul. Et des mythiques nuls. C'est pas très bien. Mais après, c'est bien aussi parce qu'on les voit techniquement moins souvent. Oui. Mais t'es encore moins content quand tu les vois. Ouais. Putain, ma place de mythique. Ouais. Non, c'est terrible. Non, ouais, moi je suis assez content globalement de l'extension. En termes de légendaire, je me sens plus là, tu vois, après en avoir parlé, je me sens plus bien dans ce qu'il propose. Je me dis, ouais, il y a plein de trucs, ça m'intéresserait de les avoir, juste pour me dire, à un moment, si j'ai envie de construire le deck, ça va être intéressant, quoi. Ouais. Là où c'est vrai que peut-être sur d'autres extensions récentes, j'étais plus en mode, balèque, quoi. Ça va être sympa, il y en a quelques-uns qui, c'est bien. Et puis le reste, oui, c'est intéressant vite fait, quoi. Là, je trouve qu'il y a un peu plus de profondeur. Beaucoup de rappels. J'ai l'impression que moi, qu'il y avait beaucoup de rappels à des trucs qu'on a déjà vus, et que soit ils se sont dit, on va le limiter parce que c'est un peu chiant sinon. Soit, justement, à l'inverse, ils font on va faire ça un petit peu mieux, tu vois. C'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de limitations, des restrictions en mode une fois par tour, uniquement rituel, ça se déclenche qu'une seule fois. On avait déjà dit ça pour le set précédent, mais là, j'ai l'impression que c'est encore pire. Ah oui, non, là, c'est partout. Hein. Il y en a partout. Là, les restrictions, elles sont là. Une seule fois par tour, seule fois par tour. Uniquement si tu l'as lancé depuis la main. Là, non. Là, non. Là, non, oui, non. Voilà, là, évidemment, un Simic qui resterait pas. Mais ouais. Voilà, moi je suis assez content aussi. C'est surtout le. Il y a rien qui révolutionne non plus la construction. Il y a. Allez, la carte qui casse un peu plus les codes que d'habitude, ça va être OBK, parce qu'on n'avait pas trop l'habitude d'avoir autant d'étapes supplémentaires. Ouais. À part quand tu fais un build Doctor Who un peu chelou comme t'as fait. Mais sinon, voilà. Et puis il y a Riku qui va commencer à jouer sur les modos. C'est marrant. Ouais. Mais même, comme t'as dit, même en monocolore, moi, tu me files Kervek ou même le cactus, là, moi je suis content. Non, mais c'est intéressant. Franchement, là, je suis bien convaincu par l'extension. En termes de légendaire, je me dis qu'il y a du bon matos, quoi. Après, il y a quelques-uns qui seront très très oubliables et que vous verrez jamais en game, à mon avis, donc c'est tout. C'est comme ça. Ça arrive, c'est le cas dans toutes les éditions. Yes. Bref, on va se laisser là et on abordera prochainement d'autres cartes. Yes. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à nous donner dans les commentaires de la vidéo votre avis sur les différents commandants, vos façons,
vos visions de la façon de monter les decks. C'est compliqué là. Voilà, ouais, c'est un peu compliqué. La vidéo est longue. Voilà, bref, du coup, on se laisse là et à la prochaine. Bye bye. Ciao.